Très bien. Merci à tous d'être présents effectivement à ce club RH du 26 novembre sur la question effectivement de la contrainte sanitaire. Je propose effectivement à Anne-Marie Flamand d'introduire cette réunion, ce club. Oui, bonjour à tous. Certains commencent à me connaître. Donc, moi, je travaille avec Yann sur la partie Club RH en tant qu'administratrice au MEDEF 44. Voilà, et du coup, depuis un an, on anime les clubs RH ensemble. Et on a eu l'occasion de démarrer d'ailleurs avec Madame Ducrot qui a le plaisir aussi de travailler avec nous aujourd'hui en tant qu'intervenante de la SSTRN. Au mois de mars, on était ensemble pour démarrer sur la crise du confinement première vague. Et on voit qu'on est toujours dans cette situation difficile. Et on a eu l'occasion, à travers les clubs RH, de vous accompagner et de partager avec vous les situations que vous viviez, d'éclairer les problématiques juridiques avec des intervenants sur des thématiques comme la santé du dirigeant, comme la problématique de l'activité partielle la dernière fois, comme les impacts sur l'organisation avec des entreprises, sur l'impact du télétravail, des changements d'organisation managériaux. Donc ça a été des thèmes de Club RH et on a souhaité avec Yann et nos intervenants, vous proposer un club autour, cette fois-ci, de l'adaptation toujours plus contraignante parfois, et vécue comme ça par les entrepreneurs, contrainte ou opportunité de cette crise qui nous amène effectivement dans la prévention des risques à une étape supplémentaire, ce qu'on faisait précédemment. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité se faire accompagner et j'ai le plaisir d'accueillir ce matin sur ce thème de la prévention des risques et du pouvoir de direction de l'employeur qui est particulièrement mis à mal ou en tout cas sur lequel il faut faire très attention en ce moment. Du coup, on a la chance d'accueillir ce matin Mathieu Babin qui est avocat spécialisé en droit du travail et droit de la sécurité sociale du cabinet Capstan et qui va pouvoir nous éclairer sur des aspects juridiques de ces contraintes sanitaires. Et Madame Françoise Ducrot, qui est adjointe à la direction générale de la SSTRN en charge des partenariats et des compétences complémentaires, qui nous a déjà pas mal accompagnés ces derniers mois et qui va continuer à le faire en nous donnant des éléments concrets et pragmatiques sur le soutien que les SSTRN et les médecins du travail apportent aux employeurs en ce moment dans cette période difficile. Voilà, donc écoutez, je ne tarde plus et je laisse les intervenants commencer. Eh bien, merci. Bonjour à tous. Yann, on ne t'entendait pas, il y avait ton micro qui était coupé. Monsieur Babar, allez-y, je propose effectivement de prendre la main. D'accord. Merci. Donc, bonjour à tous. Mathieu Babin, avocat associé au sein de Capstan Avocat. Je suis conseil d'entreprise en droit social et j'en remercie le MEDEF 44 de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui sur ce sujet complet pour une intervention tournée autour du droit social et que j'ai failli intituler le patchwork et le protocole. Alors, pourquoi? L'idée, c'est finalement aujourd'hui un corpus juridique qui est décomposé en deux volets. Ce que j'appelle le patchwork, c'est-à-dire un ensemble de textes, d'ordonnances, de décrets, d'arrêtés, qui ont été pris d'ailleurs à diverses périodes, certains pendant le premier confinement, d'autres pendant le second, d'autres sont encore actualisés, qui visent finalement non pas une vision d'ensemble, mais diverses situations, types, qui donnent lieu à diverses solutions. Donc on a un patchwork de textes qui manifestement ne répond pas à toutes les problématiques auxquelles sont confrontées les entreprises, donc on a un patchwork incomplet. À côté de ce patchwork qu'on va évoquer rapidement, on a le protocole, c'est-à-dire une sorte de guide d'action qui est diffusé par le gouvernement via son site internet et qui est régulièrement actualisé, vous en prenez connaissance, je pense, régulièrement, et qui, lui, par contre, donne une vision d'ensemble des problématiques auxquelles sont confrontées les entreprises avec le ou la Covid-19 et qui propose une approche d'ensemble des problématiques auxquelles. Et de ce point de vue-là, par exemple, le télétravail est un bon exemple. Le guide d'action protocole défini par le gouvernement adopte une approche globale du télétravail en présentant en principe le télétravail comme obligatoire, n'étant pas une option. On y reviendra.
Sauf que ce guide, ce protocole national, n'a pas valeur de loi. C'est un guide d'action, on y reviendra, mais ce n'est pas un texte qui est impératif au sens strict, au sens nous, où on l'entend nous juristes. Donc, on a le patchwork d'un côté, des textes mais incomplets, on a de l'autre côté le protocole, qui a une vision globale mais qui n'a pas véritablement de valeur. Et entre les deux, l'employeur, lui, doit préserver quelque part son pouvoir de direction. Alors, on va essayer d'aborder ces problématiques, je dirais, du plus simple, du plus technique au plus compliqué, en passant donc par les différents dispositifs prévus par les textes, le fameux patchwork. Donc, on va envisager les différentes situations envisagées par les textes pour que vous avez bien saisi les différentes problématiques. Premier cas typique, salarié, oui, merci. Le salarié cas contact, qui va pouvoir bénéficier d'un arrêt dit dérogatoire. Alors concrètement, le cas contact, c'est une personne qui s'est trouvée en contact d'une personne qui a été testée positive et qui était encore contagieuse au moment du contact. Alors tout contact n'est pas considéré comme contact au regard de la loi. Vous avez indiqué là dans le support les conditions définies par les pouvoirs publics pour considérer avec une personne positive d'ouvrir droit à ce dispositif. Donc, il faut quand même des conditions relativement strictes, à moins d'1 mètre, plus de 15 minutes, dans un endroit clos. Qui est identifié comme cas contact? Les personnes qui sont contactées par l'assurance maladie dans le cadre du dispositif de contact tracing qui a été mis en place et par notamment un décret du 12 mai 2020. Ces personnes qui sont donc identifiées par l'assurance maladie et contactées comme étant cas contact, l'obligation évidemment de se faire tester et dans l'attente de s'isoler. Obligation. Et afin effectivement de leur permettre de répondre à cette obligation, les textes prévoient déjà depuis le mois de janvier, possibilité pour ces personnes de bénéficier d'un arrêt de travail qui n'est pas prescrit par un médecin, mais prescrit quelque part par l'assurance maladie elle-même. Donc un arrêt administratif qu'on appelle entre nous un arrêt dérogatoire, sous condition que la personne ne puisse pas travailler à distance, et ça nous y reviendrons. Alors sur le slide suivant, je vous ai donné en fait les modalités d'application de ce dispositif telles que définies non pas par les textes mais par l'assurance maladie. Ce sont les informations qui sont disponibles sur le site Amélie de l'assurance maladie. D'ailleurs, c'est une caractéristique de tout ce patchwork, c'est que c'est un mélange de règles qui sont à la fois prises par décret, par arrêté, mais avec beaucoup… apparemment, il y a un problème de communication, l'animation est hachée. Est-ce que c'est le son ou l'image qui est… Ça va mieux, c'était effectivement le cas, mais ça va mieux depuis 10 secondes. C'est le son, effectivement, hein, qui était haché. Bon, vous avez arrêté de meilleur, c'était l'introduction. Bon, donc, oui, donc je disais sur cette partie patchwork en fait, de la réglementation, vous avez un ensemble de textes, mais vous avez aussi beaucoup d'instructions qui résultent du site de l'assurance maladie, alors qui quelque part illustre les pratiques adoptées par l'assurance maladie, mais qui n'ont pas forcément valeur de loi non plus. Hein. Donc, il faut prendre ces sources avec beaucoup de prudence. Quoi qu'il en soit, lorsqu'une personne est déclarée cas contact, identifiée comme telle, elle reçoit un message de l'assurance maladie, et si la personne ne peut pas télétravailler, toute la difficulté, c'est de savoir qui décide si le salarié peut ou pas télétravailler. Dans ces cas-là, il est invité à faire sa demande d'attestation d'isolement. Il recevra une attestation d'isolement de la part de l'assurance maladie qui vaudra arrêt de travail, et ce jusqu'à ce qu'elle soit testée, puis au-delà du test, il est positif pour qu'elle soit arrêtée. Ça, c'est le dispositif de l'arrêt dérogatoire applicable aux salariés identifiés comme cas contact. Sachant qu'encore une fois, ce n'est pas le salarié lui-même ou son employeur qui l'identifie comme cas contact, mais bien l'assurance maladie via le dispositif du contact tracing. Alors, sur le slide suivant, j'envisage le cas du salarié qui, pour le coup, est symptomatique. Alors là, vous n'avez pas de texte précis. Vous avez dans le protocole national un guide d'action qui vous indique que face à un salarié qui présente des symptômes du Covid-19, dont je ne les rappelle pas, on les connaît, vous pouvez aussi les consulter sur les différents sites gouvernementaux, il appartient à l'entreprise de prendre à l'avance une sorte de protocole de prise en charge, alors qui s'inspire un petit peu de ce que les entreprises font à l'égard d'un salarié qui serait en situation, par exemple, d'état alcoolique. On isole le salarié,
Là, en l'occurrence, on va effectivement inviter le salarié à contacter son médecin traitant, puis on va organiser son retour à domicile de manière sécurisée, en appelant un proche. Et puis par la suite, le protocole indique à l'entreprise qu'elle doit prendre contact avec son service de santé au travail pour prendre des instructions sur le nettoyage et la désinfection du poste de travail. Et puis, l'entreprise, s'il s'avère que le salarié est bien testé positif au Covid et positif au Covid, l'entreprise peut être contactée par le contact tracing, éventuellement via le référent Covid, on y reviendra, pour, le cas échéant, identifier les personnes, notamment les membres du personnel, qui auraient pu être cas contact de ce salarié symptomatique. Donc, est organisée une collaboration d'entreprise pour l'identification des cas contacts. Au-delà de cette période de prise en charge et la phase de contact tracing, le salarié, slide suivant, testé positif, a vocation à être placé en arrêt maladie, donc pas un arrêt dérogatoire, mais un arrêt maladie classique, prescrit par un médecin traitant. Si le travail peut être mis en place, nous dit l'assurance maladie via le site Amélie, aucun arrêt de travail n'est délivré. Alors, cela ne résulte d'aucun texte. C'est une position prise par l'assurance maladie via le site Amélie. Mais on voit bien qu'à toutes les étapes, que ce soit pour l'arrêt dérogatoire ou là pour l'arrêt maladie, finalement, tout est conditionné au fait que le salarié ne puisse pas télétravailler à distance, donc travailler en étant confiné. Ça pose effectivement un problème qui est de savoir qui décide si le salarié est en capacité de télétravailler ou pas. J'ai la réponse pour moi, à mon sens, c'est évidemment l'employeur. On y reviendra. Donc là, on est face à un arrêt, je dirais, maladie classique. L'assurance maladie prévoit que potentiellement, s'il n'y a pas de possibilité pour le salarié testé positif de devoir prescrire un arrêt par un médecin, il est possible que l'assurance maladie elle-même délivre au salarié, enfin à l'assuré social, en l'occurrence un salarié, un arrêt de travail directement, qui sera néanmoins considéré comme un vrai arrêt maladie. Alors, sur la gestion d'ailleurs de ces arrêts maladie classiques ou arrêt dérogatoire, j'attire votre attention sur le slide suivant, sur les régimes, le traitement qui va être adapté à ces différents types d'arrêts de travail. Alors, dans tous les cas, que vous receviez un arrêt dérogatoire via ce certificat d'isolement délivré par l'assurance maladie aux salariés cas contact ou en attente de test, ou que vous receviez un véritable arrêt maladie prescrit par un médecin traitant, évidemment, les obligations sont les mêmes, établir l'attestation de salaire, éventuellement faire jouer la prévoyance s'il y a lieu. Après, la difficulté qu'il y a, c'est que finalement, ces deux types d'arrêts, arrêt maladie classique prescrit par un médecin ou arrêt dérogatoire, ne relèvent pas totalement du même régime en termes d'indemnisation du salarié. Alors, j'ai essayé de résumer les choses de manière vraiment très, très synthétique dans ce petit tableau, en distinguant trois niveaux. La prise en charge par la sécurité sociale, avec une distinction entre l'arrêt maladie classique qui, à ce jour, est soumis au régime habituel, y compris le délai de carence, et les arrêts dérogatoires qui, pour l'heure et jusqu'au 31 décembre 2020, en l'état actuel des textes, sont pris en charge sans délai de carence de 3 jours applicable pour le régime général de la sécurité sociale. Là, il y a un régime spécifique qui s'applique jusqu'au 31 décembre 2020 pour ces arrêts dérogatoires. Pour ce qui concerne le complément que l'employeur doit assurer auprès du salarié en application du Code du travail, donc l'article L1226.1 du Code du travail, là également, il y a une distinction, c'est qu'a priori, pour les arrêts maladie classiques, les dispositions applicables sont, comment dire, toujours en vigueur, enfin, s'appliquent de manière normale, sans dérogation, sauf peut-être avec un doute en ce qui concerne la condition d'ancienneté, puisque pour le complément salaire employeur légal, le Code du travail conditionne le versement des indemnités à une ancienneté d'1 an. Cette condition d'ancienneté d'1 an avait été levée pendant la période du premier confinement et en l'état des textes, on garde un doute sur le point de savoir si cette condition d'ancienneté reste valable ou pas pour les arrêts maladie classiques. Certains considèrent que cette condition a pris fin au 10 juillet et d'autres considèrent que cette condition d'ancienneté, enfin cette levée de la condition d'ancienneté d'1 an a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2020. Les textes sont très peu clairs sur la question, donc il y a matière à débattre sur ce point. En revanche, en ce qui concerne l'arrêt dérogatoire, les textes prévoient que dans le complément employeur, et donc si la sécurité sociale a bien pris en charge l'arrêt dérogatoire, sans condition d'ancienneté ni délai de carence de 7 jours,
prévues par la loi. Donc là, encore une fois, un dispositif dérogatoire qui s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2020. Et en ce qui concerne enfin le troisième étage, le complément employeur prévu par votre convention collective, pour ce qui concerne l'arrêt maladie, vous appliquez vos règles habituelles. Et pour ce qui concerne en revanche l'arrêt dérogatoire, là encore, il y a un doute, puisque le gouvernement a pris position pour l'application des dispositions conventionnelles, y compris aux arrêts dérogatoires, donc ceux qui vont s'appliquer aux salariés cas contact. Ce point est là encore débattu. En fait, tout va dépendre de la manière dont la convention collective est rédigée. Si les dispositions sur le complément employeur visent uniquement les incapacités résultant de l'accident ou de la maladie, comme c'est le cas de la plupart des conventions collectives, on peut quand même légitimement penser que ces dispositions conventionnelles ne s'appliquent pas à l'arrêt dérogatoire. En revanche, si la convention collective opère par renvoi pur et simple aux arrêts indemnisés par la sécurité sociale, là, la question peut se poser de savoir si ces dispositions peuvent s'appliquer aux arrêts dérogatoires. Mais ça, c'est vraiment un point qu'il faut arbitrer convention collective par convention collective en fonction du texte même de la convention. Voilà pour ce qui est, je dirais… Je me permets… Oui, Monsieur, de vous couper. J'ai une problématique technique. Est-ce que le document s'affiche pour vous? Parce que quelqu'un m'indique effectivement qu'il ne s'affiche pas. Alors, s'il ne s'affiche pas, c'est probablement des problématiques d'affichage sur votre ordinateur, en fait, en haut à droite. Sur un deuxième point, j'ai deux questions. Alors, une, je pense que vous reviendrez ensuite, sur laquelle vous reviendrez ensuite. Est-il possible de sanctionner sur le plan disciplinaire le salarié cas contact qui ne respecterait pas la recommandation d'isolement? Oui, on y reviendra effectivement sur les cas difficiles, c'est-à-dire le salarié qui ne se prête pas au dispositif qui lui est appliqué, enfin qui lui est applicable, qui refuse l'isolement ou de se placer en arrêt de travail, on y reviendra. D'accord. De manière plus générale. La deuxième question portait sur le justificatif en cas effectivement d'impossibilité de télétravailler. Quel justificatif peut fournir le salarié à son employeur en cas effectivement d'absence pour un salarié effectivement. Alors la question précise, dans le cas d'absence d'arrêt par le fait qu'un salarié peut télétravailler, quel justificatif peut fournir le salarié à son employeur? Si je comprends bien, en cas d'absence d'arrêt… En fait, de deux choses l'une, soit qu'est-ce qui conduirait le salarié à s'isoler? Soit il est testé positif, dans ces cas-là, il a vocation à être placé en arrêt de travail. Et d'ailleurs, la Sécurité sociale vous dit sur le site Amélie, l'assurance maladie, le cas échéant, si le salarié n'est pas en situation de pouvoir se faire prescrire un arrêt de travail par un médecin, on lui prescrira un arrêt de travail, il recevra un document valant quelque part arrêt de travail par courrier électronique, et là, il pourra produire ce document auprès de son employeur pour justifier de son absence. Si le salarié n'est pas testé positif, qu'il est simplement cas contact, en situation de devoir être testé ou en attente de résultats des tests, de deux choses l'une, soit il a été identifié comme cas contact, et donc il a forcément une trace de l'assurance maladie, il prévoit l'envoi de SMS, l'envoi de mails, qui permettent au salarié d'établir auprès de son employeur, de justifier auprès de son employeur qu'il a été identifié comme cas contact. Si en revanche le salarié craint d'être cas contact parce que finalement il a été au contact d'une personne qui est peut-être cas contact d'une cas contact, etc. Bon, étant rappelé que pour les pouvoirs publics, le fait d'avoir été contact d'un cas contact ne fait pas de soi un cas contact. On est cas contact si on a été au contact d'une personne testée positive de manière certaine. Si la personne est dans le doute, deux choses l'une, soit elle a déjà été identifiée comme cas contact, et là encore, elle doit pouvoir produire auprès de son employeur un document d'assurance maladie, un SMS, un mail qui va pouvoir justifier du fait qu'elle est fondée à s'isoler, soit elle ne l'est pas, et dans ces cas-là, elle doit se rapprocher de l'assurance maladie, de son médecin, pour déterminer s'il y a lieu d'être considéré comme cas contact. Mais on ne peut pas juste croire un salarié sur sa bonne foi en disant « voilà, je pense être cas contact ». Non, il doit y avoir une trace, puisque le dispositif de contact tracing a été mis en place pour ce faire. Un salarié doit pouvoir justifier du fait qu'il a vocation à se faire confiner. Quant à la question de savoir qu'est-ce qui permet de considérer que le salarié puisse être télétravailleur ou pas, ça on y reviendra. Pour moi, ça relève de la décision de l'entreprise. Et éventuellement, avec un arbitrage du médecin du travail, on y reviendra à propos du salarié vulnérable. Et ça, c'est une question plus générale. Je propose d'y revenir, qu'on s'attachera aux zones d'incertitude, aux zones de doute. Là, pour le moment, je décline simplement en fait, les dispositifs techniques, et après, on viendra effectivement sur les questions que ça peut poser de manière générale.
Alors, si vous voulez bien, je vais continuer juste à défiler un peu les différents cas. Donc, on a évoqué le salarié symptomatique, le salarié positif. D'autres situations prévues par le texte, le salarié confronté à la nécessité de garder ses enfants. Donc, on sait que pendant la première période du confinement, les salariés qui étaient confrontés à l'obligation de garder leurs enfants, les classes étaient fermées, pouvaient bénéficier dans un premier temps d'arrêt dits dérogatoires. Et puis au 1er mai, ils ont basculé sur le régime de l'activité partielle, avec un régime qui leur était dédié, avec un système en fait de déclaration d'activité partielle quasiment individualisé en fait pour les salariés confrontés à la nécessité de garder leurs enfants à domicile. Donc ce dispositif existe toujours et il s'applique, suivant le ministère du Travail, également aux salariés qui seraient parents d'un enfant identifié comme cas contact. Donc là aussi, il relève de l'activité partielle. Et si c'est le cas, le salarié doit pouvoir justifier ça auprès de son employeur, soit par une attestation d'établissement ou un document de l'assurance maladie attestant que l'enfant est cas contact. Et il doit également produire une attestation sur l'honneur, précisant qu'il est le seul parent à bénéficier d'un arrêt de travail pour les jours concernés. Donc là, il y a double justification, soit l'établissement, soit de l'assurance maladie, plus une attestation du salarié précisant qu'il est le seul à bénéficier de ce dispositif. Donc là, ce que la loi prévoit, ce n'est pas un placement en arrêt de travail dérogatoire, mais un placement en activité partielle. Là aussi, et on y reviendra, c'est toujours la condition qui s'impose, sous condition que le salarié soit dans l'impossibilité de continuer à travailler, sous-entendu à domicile. Donc là, je pense que beaucoup ont fait l'expérience de ce régime d'activité partielle individualisé, avec des problèmes techniques que ça peut poser, sur lesquels on pourra peut-être revenir s'il y a des questions sur ce dispositif. Mais là, on est vraiment sur le dispositif de l'activité partielle. Et puis enfin, dernier cas qui est visé par les textes, réglementé par les textes, on a parlé du salarié cas contact, du salarié symptomatique, du salarié testé positif, du parent censé garder ses enfants à domicile parce que la permet ou parce que l'enfant est cas contact, identifié comme tel. Dernier cas, le salarié vulnérable, c'est-à-dire qui rentre dans la définition d'une personne vulnérable, suivant des critères qui sont définis par décret. Alors là, c'était plusieurs épisodes. Donc, il y a eu, à l'époque du premier confinement, une définition réglementaire des personnes vulnérables qui a été revue au cours du mois d'août, puis à nouveau par un décret du 10 novembre 2020. Donc aujourd'hui, la définition, sans critères, l'âge, dans les personnes vulnérables à partir de 65 ans révolus et plus, ou pour une femme enceinte au 3e trimestre de grossesse, ou enfin sur la base de facteurs médicaux, avec 10 facteurs qui sont définis par le décret du 10 novembre 2020, sur lesquels je ne reviendrai pas ici, puisque de toute façon, ce n'est pas à l'employeur de déterminer si le salarié relève de la définition de la personne vulnérable, c'est un médecin qui va statuer sur les facteurs médicaux, j'entends, par un certificat d'isolement qui sera établi par un médecin. Et donc, là aussi, le régime qui s'applique, donc le salarié doit pouvoir justifier cette situation via la production de ce certificat d'isolement auprès de son employeur. Et le régime qui s'applique n'est pas l'arrêt dérogatoire, mais le placement en activité partielle, effectué toujours par l'employeur à la demande du salarié sur présentation du certificat établi par le médecin. À ce jour, ce régime s'applique jusqu'au 31 décembre 2020. Il sera probablement prolongé au-delà. Et encore, toujours la même chose, le décret qui prévoit ce dispositif fixe une condition, le salarié n'est éligible à l'activité partielle que s'il est impossible de recourir au télétravail. Et le décret du 14 novembre 2020 a même rajouté une situation dans laquelle un salarié, même considéré comme vulnérable, ne peut pas être placé en activité partielle. C'est des situations où, quand bien même il ne pourrait pas être placé en télétravail, il pourrait bénéficier dans l'entreprise de mesures de protection renforcées. Donc, depuis le 14 novembre 2020, il est admis qu'une personne qui est salariée vulnérable puisse continuer à travailler dans l'entreprise sous couvert de mesures de sécurité, de protection renforcées. Quelles sont-elles ? Je vous les ai décrites dans le slide là, suivant qui vient de s'afficher. C'est isolement du poste de travail par la mise à disposition d'un bureau individuel, essentiellement. La mise en œuvre de gestes barrières renforcés. Alors, pour moi, les gestes barrières renforcés, ce sont ni plus ni moins que les gestes barrières. C'est l'hygiène des mains, le port du masque lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée. Troisièmement, l'absence totale ou la limitation de partage du poste de travail. Quatrièmement, le nettoyage et la désinfection du poste et des surfaces touchées au début et à la fin de la prise de poste. Cinquièmement, l'adaptation des horaires d'arrivée et de départ de manière à éviter que la personne utilise les transports en commun aux heures de pointe. Et enfin, dernière condition, la mise à disposition par l'employeur de masques, y compris
pour l'utilisation des moyens de transport collectifs. Donc, ces 5 conditions, a priori cumulatives, sont celles qui permettent à une personne, quand bien même elle est désignée comme salariée vulnérable par un certificat médical, de pouvoir continuer à travailler, quand bien même elle ne peut pas télétravailler. Voilà pour je dirais le régime. Alors, sachant qu'il est indiqué sur le slide précédent qu'en cas de désaccord entre l'entreprise, entre l'employeur et le salarié, sur le point de savoir si le salarié peut télétravailler ou s'il est possible de mettre en place ces mesures de protection renforcées, c'est le médecin du travail qui va se prononcer en recourant, le cas échéant, à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Ça, je laisserai éventuellement le docteur Ducrot vous exposer comment les médecins du travail pourraient appréhender ce nouveau pouvoir qu'il leur a accordé par ce décret du 14 novembre 2020. Dernier cas visé par les textes, enfin non, qui n'est plus visé par les textes, qui tombe dans une forme de vide juridique, c'est le salarié qui vit au foyer d'une personne vulnérable. Parce qu'auparavant, ces personnes pouvaient bénéficier pendant un premier temps d'un arrêt dérogatoire et puis dans un second temps de l'activité partielle. Depuis le 1er septembre 2020, le salarié qui vit au foyer d'une personne vulnérable, c'est-à-dire qu'il peut attester qu'une personne vivant à son foyer est considérée comme personne vulnérable, ne peut plus bénéficier de l'activité partielle et ne peut plus non plus bénéficier d'un arrêt dérogatoire. Je vous cite les sources. Alors, il n'y a pas de texte, parce que finalement, ce cas n'est plus visé par les textes. N'étant plus visé par les textes, il a disparu du corps réglementaire. Donc, ce sont simplement en fait, des instructions, enfin, je dirais des prises de position de l'assurance maladie et du ministère du Travail qui permettent d'illustrer cette situation. Puis enfin, dernier point, je dirais pour compléter ce tableau un peu technique du patchwork réglementaire, est-ce que le ou la Covid peut être considéré comme maladie professionnelle? Alors oui, en l'état des textes, depuis un décret du 14 septembre 2020, complété par un arrêté du 16 septembre, c'était un engagement qu'avait pris Olivier Véran dès le premier confinement de permettre que le Covid soit considéré comme maladie professionnelle pour les personnels soignants. Bon, du coup, il a rempli son engagement en faisant adopter un décret qui prévoit effectivement que pour les affections les plus graves, les pathologies respiratoires les plus graves, une présomption d'origine professionnelle, donc de maladie professionnelle, sera acquise pour les cas remplissant les conditions d'un tableau de maladie professionnelle, qui est le tableau numéro 100, que vous trouverez au slide suivant, et qui vraiment ne vise que les cas les plus graves, les affections respiratoires aiguës, qui sont diagnostiquées dans les 14 jours suivant la fin de l'exposition au risque, essentiellement dans les établissements du secteur sanitaire, social et médico-social, donc les établissements hospitaliers, les EHPAD, etc. Donc, ça ne vise évidemment qu'une partie de l'activité, ça ne vise pas les activités autres que celles visées dans le tableau. Pour les salariés des autres activités, il y a toujours possibilité potentiellement de faire reconnaître le Covid comme étant une maladie professionnelle. Et dans ces cas-là, ça suppose que le salarié fasse la preuve de l'origine professionnelle de la maladie devant une instance spécifique, qui est le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Bon, aujourd'hui, on n'a pas de recul évidemment suffisant, les textes sont beaucoup trop récents pour avoir un recul, mais on peut supposer qu'il sera quand même très difficile, en dehors des cas visés par le tableau numéro 100, de faire reconnaître l'origine professionnelle d'une infection liée au Covid, compte tenu des risques de contamination extra-professionnelle auxquels nous sommes tous confrontés dans les transports en public, moins pour ceux qui ont l'autorisation de se déplacer. Dernière précision sur ce point, les textes sont prévus de telle manière que lorsqu'il y a reconnaissance de maladie professionnelle, cette reconnaissance ne peut pas avoir d'impact sur le taux de cotisation de l'entreprise, puisque en fait, les charges afférentes à la prise en l'indemnisation de ces maladies professionnelles seront placées sur un compte spécial dont le financement est assuré par une contribution mutualisée entre l'ensemble des entreprises. Donc, il n'y a pas d'impact direct du nombre de maladies professionnelles liées au Covid sur le taux de cotisation de l'entreprise. Voilà rapidement brossé, je dirais, le patchwork réglementaire. Ça pose plein de questions, on a commencé à en parler. On va évoquer les différents problèmes que ça peut poser, qui sont notamment un peu traités, mais à la marge par le protocole, en complément du patchwork réglementaire que je viens d'exposer. Mais avant cela, il me semble que nous allons marquer une petite pause, une petite respiration après ce millefeuille, réglementaire un peu étouffant, j'en ai conscience.
Merci beaucoup, Monsieur Babin. Ce qu'on vous propose, effectivement, c'est de revenir sur des questions plus précises, et notamment sur les questions que vous avez pu poser après l'intervention de Dr Ducrot, d'autant plus que nous avions souhaité, effectivement, avoir le regard du médecin du travail sur ces problématiques réglementaires aujourd'hui. Bonjour. Donc, docteur Ducrot, hein, je suis médecin du travail et donc chargé de la direction des partenariats du service de santé au travail de la région nantaise. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc, nous sommes l'un des 13 services de santé au travail et interentreprises de la région. Et pour information, 325 collaborateurs se mobilisent pour assurer le suivi des 280 000 salariés issus des 24 000 entreprises adhérentes. Et sur le terrain, nous avons une vingtaine d'équipes santé-travail animées par les médecins du travail. Nous en avons 70 encore dans le service, qui sont répartis sur 13 centres pour être à proximité en fait des adhérents de notre association. Alors, je ne vais pas faire 2000 feuilles, je ne suis pas du tout partie dans cette voie-là, j'ai plutôt pris un petit peu de la hauteur, parce que notre tissu, en tout cas d'adhérents, c'est 85% de petites entreprises, de très petites entreprises, et il faut à chaque fois rappeler, en tout cas, leur rappeler un peu la réglementation, mais d'une façon un petit peu générale. Donc le regard du médecin du travail, ça va être celui-ci, une approche pratico-pratique, en rappelant à chaque fois à l'employeur pour lui expliquer que cette démarche de prévention, qu'il est l'acteur principal, qu'il doit prendre des mesures pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, et puis y compris des mesures de préservation face à cette situation sanitaire exceptionnelle. On lui rappelle également qu'il n'est pas tout seul, car il peut désigner un ou plusieurs SDC, c'est-à-dire les salariés désignés compétents, pour mettre en place des actions de promotion et de préservation de la santé. Et puis, s'agissant d'un nouveau risque avec des changements de conditions de travail, il doit mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels. Voilà, en quelques phrases, déjà, c'est l'introduction que nous avons donc auprès des employeurs. Slide suivant, si vous voulez bien. Voilà. Alors, en résumé, un petit tableau qui rappelle l'origine réglementaire des articles du Code du travail, à savoir la directive cadre européenne donc, de juin 1989, et puis la correspondance en fait pratique liée à cette période Covid. Donc, en fait, vous avez le référent Covid, qui est l'application pratique du salarié désigné compétent, qui est une obligation de l'employeur, par contre, alors que dans le protocole national, on vous conseille de nommer un référent Covid, mais le salarié désigné compétent, c'est plutôt une obligation. Alors, il y a une subtilité juridique, mais là, je laisserai peut-être Maître Babin en reparler. En attendant, c'est basé sur ce texte-là. Je l'ai dit, la mise à jour obligatoire donc, du document unique en raison des deux critères. C'est un nouveau risque, il y a un changement des organisations de travail, ça suffit pour le mettre à jour, il ne faut pas attendre l'an prochain pour le faire. Concernant donc, le port du masque, le respect des gestes barrières et puis le télétravail, font partie des mesures à respecter par les salariés pour prendre soin de leur santé, leur sécurité et de celle des autres. Et là, on peut s'appuyer donc sur l'article L4122-1. Et puis, en cette période, en tout cas, c'est cette période Covid, a vu l'apparition donc de nouveaux textes concernant le suivi médical. Vous avez entendu à un moment donné que les dates de visite de reprise ou les autres visites d'embauche pouvaient être reportées avec un certain délai. Et puis, je crois que vous avez compris, cette période a renforcé en tout cas l'intérêt de la visite occasionnelle. Voilà, slide suivant. Et puis en synthèse, donc, parce que j'ai très peu de temps pour parler sur cette partie, d'accord, je n'ai à peine 5 minutes, donc vraiment en synthèse, rappeler que l'employeur doit avoir une démarche globale cohérente et mettre en œuvre les principes généraux de prévention qui tiennent toujours en lien avec le Covid, notamment l'évaluation actualisée des risques et des situations de travail, mais on y reviendra un petit peu tout à l'heure, la formation, l'information, très importante dans cette période, le déploiement des mesures barrières et de prévention adéquates, notamment l'organisation et les moyens adaptés, et puis la mise à jour des mesures en fonction des consignes des autorités sanitaires qui ont pas mal bougé en 8 mois. Et puis, bien sûr, l'employeur doit réaliser cette démarche dans le respect du dialogue social et s'appuyer donc sur les conseils des services de santé au travail interentreprise, puisque nous sommes là pour ça.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sur la position effectivement du médecin et notamment sur cette question des cas particuliers en cette situation de Covid, est-ce que vous avez déjà été sollicité par des employeurs ou des salariés sur la question notamment effectivement de la nécessité d'isolement pour une personne à risque compte tenu d'une décision d'un médecin traitant, comme le disait tout à l'heure Monsieur Babin? Alors, concernant les personnes vulnérables et les... Alors, c'est par rapport comment dire, au désaccord qu'il pourrait y avoir ou Exactement. pas? Oui. Par rapport au désaccord, j'en ai pas vécu beaucoup pour l'instant, mais de toute manière, ça nous revient et comment dire, la méthode que l'on va avoir, ça va être de, parce que en tout cas pour les employeurs, rappelez que vous avez une invisibilité en fait sur le dossier médical. Et nous, par contre, on va avoir cette partie-là. Donc forcément, on va recevoir les personnes, comprendre où elles en sont dans leur pathologie, dans leur traitement, dans leurs craintes, et on va essayer d'avoir une vision globale entre les facteurs qui sont liés à la personne, les facteurs qui sont liés à leur environnement, et puis ce que l'on sait en fait des données scientifiques et des recommandations. Voilà, donc on va lier les 3 et à partir de ça, on va s'attacher à savoir, si vraiment les mesures renforcées, correspondent ou pas à la situation, à la protection en fait de la personne. Sinon, on n'ira pas enfin on n'ira pas pour le maintien en tout cas, au travail si c'est vraiment pas possible, et si le télétravail n'est pas possible, il y aura ce certificat d'isolement. D'accord? Mais à contrario, si les mesures sont respectées, sachez qu'il y a des personnes vulnérables, alors ça pour le coup j'en ai beaucoup, qui sont retournées au travail, moyennant toutes ces mesures. Et là, c'est plutôt ce cas-là qui est le plus fréquent. D'ailleurs, à ce propos, comment doit réagir un employeur qui apprend ou qui, par la force des choses, et notamment sur l'âge, voit un salarié considéré comme vulnérable en cours de route, je dirais, dans l'entreprise. Par exemple, le salarié qui passe les 65 ans, je dirais, en cette Cette période année, quoi. particulière. Voilà. Bien, on va lui souhaiter bon anniversaire déjà à ce salarié, après avec un peu d'humour. Maintenant, après, c'est toujours pareil, en fonction de son poste, parce que qu'est-ce qui a changé du jour au lendemain? Parce que entre hier, avant-hier et puis aujourd'hui, c'est le jour de son anniversaire, qu'est-ce qui va changer de plus? Il faut aussi garder, je crois, son bon sens et réétudier, réévaluer son poste de travail, ses protections. C'est pas parce qu'il aura 65 ans et un jour ou 65 ans et un petit peu plus, comment dire, s'il est bien protégé à son poste de travail, si les conditions sont réunies dans l'entreprise, et notamment, vous l'avez dit, s'il peut avoir un bureau seul, enfin, si tout est correct, je dirais ce qui peut poser problème après sur le lieu de travail, c'est les pauses déjeuner. Voilà, c'est vraiment peut-être rajouter encore une couche à ce moment-là et lui dire: OK, et on discute avec lui, hein. Ce n'est que enfin des rappels de précaution, mais c'est dans son intérêt, il le comprend très bien. Je vous cache pas que moi j'ai mis des gens au travail aussi, j'ai pas peur de le dire, hein. Vulnérables, oui, par l'âge, mais si à partir de là, à côté, les mesures renforcées ont été, sont acceptables, et le salarié me dit que tout est OK pour lui, ça et les critères sont bien respectés, il y aura peut-être encore une précaution qui n'est pas forcément bien dite, c'est celle du déjeuner, et moi je lui rappellerai, je lui conseillerais de manger seul Ok. pour vraiment limiter les interactions. Alors c'est vrai que c'est pas très convivial, mais sinon il peut manger tout seul, et quitte à aller prendre un café, mais à distance avec les autres. Voilà, mais pas longtemps. Alors, là, sur un volet peut-être un peu plus juridique, conseilleriez-vous finalement à un employeur qui apprend la situation effectivement de personnes vulnérables d'un salarié de façon indirecte, hein, de contacter le médecin du travail Je pense automatiquement? qu'il doit y avoir il faut réévaluer. Effectivement, il peut y avoir, alors vous savez maintenant qu'il y a la téléconsultation qui fait gagner du temps à tout le monde. Ça peut être l'occasion de reprendre contact, de vérifier, et d'avoir l'avis du médecin du travail. Oui.
D'accord? Parce que il y a l'âge, mais il y a l'état de santé derrière, il y a tout le dossier. Et après, il y a il faut qu'il y ait cette discussion. Il faut que ce soit il faut que ce soit bien apprécié par les uns et par les autres, et éviter la contrainte, parce qu'après, quelqu'un qui repart après chez lui, qui ne travaille pas, socialement, moralement et pour sa santé mentale, ça peut être aussi une catastrophe. Et ça, par contre, on le voit aussi, et c'est pas mieux parce qu'on va avoir l'effet qui se coule derrière. Merci. Il y avait eu une question, effectivement, lors de l'inscription, hein, une entreprise nous avait effectivement envoyé une question. Comment gérer l'absence d'un salarié potentiellement touché par le Covid entre le temps de prise de rendez-vous par un test et le résultat du test, sachant qu'il n'a pas été reconnu comme cas contact euh, par, euh, par, euh, par la caisse? En l'état, cette personne, si elle n'a pas été identifiée par la caisse, il n'y a pas de fondement juridique à ce qu'elle puisse être placée en arrêt de travail, sauf à convenir avec son médecin traitant d'être placée en arrêt maladie si elle présente des symptômes qui le justifient. L'employeur, en l'état, finalement, il n'a aucun indicateur, sauf les propres déclarations du salarié, sur le fait qu'il peut présenter un risque pour les autres, identifié comme cas Covid. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans l'incertitude dans laquelle on est, face à l'incertitude dans laquelle on est confronté, le dispositif du contact tracing est peut-être la meilleure garantie pour l'employeur. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce que vous êtes identifié comme cas contact ou non? Si c'est le cas, oui, je vais devoir me conformer quelque part au dispositif réglementaire qui vous impose de vous isoler, de vous placer en arrêt si vous ne pouvez pas télétravailler, et moi de ne pas vous admettre au travail sur le site. Si vous n'êtes pas identifié du tout comme cas contact, et finalement le test auquel vous êtes prêté, c'est un test que vous avez choisi de passer, mais qui ne vous est pas imposé, commandé par l'assurance maladie, aujourd'hui, considérer que je ne peux pas, moi, dire en tant que conseil aux entreprises, arrêter tous les salariés qui passent des tests, même à leur demande, sans être identifiés comme cas contact, parce que finalement, ça revient quelque part à créer une obligation qui n'est, à mon sens, pas prévue par le patchwork que j'ai évoqué, mais même pas, qui ne relève même pas de l'obligation de sécurité en l'état. Donc, ça suppose effectivement assurer minimum auprès du salarié de savoir quel est son statut. Au moment où on se place, le salarié indique qu'il va passer un test, mais est-ce qu'il est identifié comme cas Covid, cas contact ou pas? Oui ou non? S'il l'est, il y a tout un dispositif qui va se mettre en branle. S'il ne l'est pas, écoutez, oui, c'est une information, mais on va potentiellement peut-être demander au salarié, même si légal, c'est contestable, de nous tenir au courant du résultat du test. Mais aujourd'hui, c'est quand même compliqué de dire, oui, il y a un principe qui veut que vous deviez arrêter ou faire travailler le salarié de manière impérative. C'est vraiment oui, par cas. Mais comme le dit le docteur Ducrot, c'est vrai que c'est vraiment intelligence qu'il faut trouver les solutions. Et dans la plupart des cas, d'ailleurs, c'est comme ça. Heureusement, le droit n'a pas réponse à tout, parce que le droit est censé intervenir lorsqu'il y a différends ou conflits. Dans cette période, si je peux rajouter, dans cette période, ce qui est important, c'est vraiment de respecter les gestes barrières. Et ça prend tout son sens. Si on respecte les gestes barrières, on ne va pas se transmettre le virus. Si on se lave les mains avec de l'eau et du savon régulièrement dans la journée, vous allez forcément diminuer la quantité de virus potentiel sur vos mains. Et on sait que pour être infecté, il faut déjà une bonne quantité de particules virales. Donc déjà, en vous lavant fréquemment les mains, vous n'allez pas être contaminant pour les autres. Si vous aérez les pièces de là où vous êtes, il n'y a pas de souci. Si vous nettoyez les surfaces de votre poste de travail de façon plus fréquente, et je pense, quand on dit le poste de travail, si c'est au bureau, ça peut être le téléphone, bien sûr, le bureau, mais ça peut être aussi les poignées de porte. Donc, à chaque salarié de prendre du papier et puis comment dire, ce qu'il faut pour le désinfectant, et nettoyer les poignées de porte qu'il touche. C'est quelque chose que l'on voit maintenant fréquemment dans les entreprises. Ces personnes-là, pareil, même recommandation, je leur dirais de faire attention de ne pas manger avec le reste du collectif le midi, de s'isoler à ce moment-là pour vraiment éviter les contacts. Parce que les premières questions au contact tracing, quand on va vous poser, mais avec qui vous avez mangé, c'est là où on va redéfinir, on va rechercher étiqueter en fait les personnes contacts. Donc, isolez-les à ce moment-là. Ils mangent tout seuls. C'est une recommandation ou vraiment à distance des autres. C'est pas forcément fun, mais ça protège tout le monde. Et ça coûte pas cher.
Et sur une durée courte, c'est tout à fait acceptable. Merci beaucoup. Je vous propose d'avancer alors, le temps coulant et de redonner la main effectivement, Monsieur Babin, sur le volet, le volet technique, toujours sur finalement ce qui n'est pas si clair que ça dans cette période actuelle au niveau de la règle légale. Donc, après le patchwork réglementaire, on voit qu'il y a quand même beaucoup de questions qui se posent, auxquelles censément le protocole est censé apporter des réponses. Mais en fait, il y a quand même beaucoup de zones de flou hein, qui demeurent. Alors, je les ai identifiées en 3 volets là, sur le slide suivant. Donc, déjà, premièrement, est-ce que je suis contraint de mettre en place le télétravail, parce qu'on me dit que ce n'est pas une option. Qu'est-ce que je fais face à un salarié symptomatique ou contact et qui ne se place pas en arrêt de travail? Est-ce que je suis obligé de le faire travailler ou télétravailler? Et qu'est-ce que je fais si c'est pas possible? Et à partir de combien de cas est-ce que je dois arrêter carrément tout le personnel si j'ai un cluster et comment? C'est des questions qu'on se pose assez régulièrement. Alors, ce qu'il faut voir premièrement sur le télétravail, alors, je dirais sur le télétravail en amont, c'est-à-dire est-ce que j'ai l'obligation de mettre en place le télétravail comme mesure prioritaire pour la prévention de la contamination au Covid-19. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les textes aujourd'hui, si j'entends par texte les mesures législatives, réglementaires, les textes n'imposent pas expressément le télétravail. Les mesures qui sont prescrites par les pouvoirs publics par décret sont celles qui sont prévues par le décret du 29 octobre 2020. C'est les mesures, je dirais, de bon sens hein, qu'on vient de rappeler, les mesures barrières, mesures d'hygiène et de distanciation sociale, le port du masque dès lors que la règle de distance physique ne peut pas être garantie, le respect à l'occasion de toute réunion, activité de ces règles barrières et la limitation des déplacements, puisque seuls sont autorisés les déplacements en provenance ou à destination d'un lieu d'exercice du travail avec la dérogation à l'appui. Mais donc, dans ces dispositions du décret du 29 octobre 2020, vous ne trouvez aucune mention du télétravail. C'est la première observation. Mais indirectement, quelque part, le télétravail semble s'imposer puisque les dispositions qu'on a évoquées, le fameux millefeuille ou le patchwork que j'évoquais en premier lieu, les dispositions relatives aux arrêts dérogatoires pour le cas contact, à l'activité partielle pour le salarié vulnérable ou le parent d'un enfant cas contact, toutes ces dispositions conditionnent l'accès à ces dispositifs arrêts dérogatoires à l'activité partielle au fait que le salarié ne puisse pas télétravailler. Donc, quelque part, ces textes, indirectement, font peser sur l'employeur la charge de devoir justifier de l'impossibilité de télétravailler. Auprès de l'assurance maladie, c'est le cas qu'on évoquait du salarié qui est cas contact, identifié comme tel, et qui déclare pouvoir télétravailler et qui donc ne se voit pas délivrer d'arrêt de travail. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'il peut dire à son employeur puisqu'il n'a pas d'arrêt de travail vu qu'il a déclaré pouvoir télétravailler. Et la question qui se pose, c'est que l'employeur lui dit ouais, mais non, vous ne pouvez pas télétravailler en l'état ou simplement 2 jours par semaine. Comment on va résoudre ce problème-là? En fait, c'est quelque part l'employeur qui va devoir apporter des éclairages sur le point de savoir si le salarié peut télétravailler ou pas, et ce qui va avoir des conséquences sur sa prise en charge par l'assurance maladie dans le cadre de l'arrêt dérogatoire, le cas échéant. Mais ça peut être aussi des demandes de l'État au titre de l'activité partielle. Est-ce que véritablement ce salarié est éligible à l'activité partielle puisqu'il ne pourrait pas être placé en télétravail? Sans parler du salarié vulnérable, dont on a vu que le cas échéant, en cas de différend entre l'employeur et le salarié sur le point de savoir s'il peut télétravailler ou pas, les textes organisent un arbitrage confié au médecin du travail. Donc, on voit bien que ces dispositions-là font peser sur l'employeur, non pas l'obligation de télétravailler, mais l'obligation de devoir justifier, le cas échéant, de l'impossibilité de placer le salarié en télétravail. C'est un peu quand même différent. À cela s'ajoute le fait que le protocole national semble imposer le télétravail de manière très générale. Alors, de ce point de vue-là, il faut quand même un peu plus nuancer. Le protocole national, si vous l'avez consulté, n'impose pas le télétravail à 100%. Alors, les services d'inspection du travail qui sont évidemment investis de la mission de faire respecter ce protocole national par les entreprises communiquent de manière extrêmement intense auprès des entreprises pour les inciter très fortement à avoir recours au télétravail dans toute la mesure du possible, sans beaucoup de nuances et en insistant sur le caractère impératif de cette obligation de télétravailler. Bon, en réalité, le protocole national, premièrement,
n'impose pas le télétravail à 100%, il ne le prévoit que pour les salariés qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs tâches à distance. Et dans les autres cas, elle préconise le télétravail dans toute la mesure du possible et évidemment rappelle que pour les activités qui ne peuvent pas être réalisées en télétravail, l'employeur organise un lissage des horaires afin de limiter l'affluence aux heures de pointe, une gestion des flux. Comme l'a rappelé le docteur Ducrot, on s'organise pour que les gens ne travaillent pas, ne prennent pas leur pause, y compris le déjeuner au même moment, etc. Donc c'est une règle de bon sens en fait. Ce n'est pas un télétravail à 100% imposé, c'est un télétravail dans toute la mesure du possible. Évidemment, encore une fois, entre le patchwork et le protocole, c'est l'employeur qui a le pouvoir de direction, c'est à lui de décider ce qui est télétravaillable ou pas. Étant indiqué que par ailleurs, le protocole national qui incite très fortement au recours au télétravail n'a pas valeur de loi. Ça, c'est bon de le rappeler également. Le Conseil d'État a été saisi de la question le 19 octobre 2020 et a tranché en disant que le protocole constitue, je cite, un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l'obligation de sécurité de l'employeur. C'est un peu du jargon juridique, mais en fait, traduit, le protocole ne crée pas de nouvelles obligations, il donne simplement les indications aux employeurs sur la manière, sur les actions qu'ils doivent mener pour respecter leurs obligations de sécurité. C'est un peu différent. On va dire que le protocole, c'est un guide d'interprétation à l'usage des employeurs, leur donnant des préconisations pratiques pour respecter leurs obligations de sécurité. Et de ce point de vue-là, en fait, le fait de préconiser le recours au télétravail de manière prioritaire, ce n'est ni plus ni moins qu'une application du principe général de prévention qui veut que l'employeur doit d'abord, dans le Code du travail, s'efforcer d'éviter les risques et de privilégier les mesures collectives sur les mesures individuelles. Autrement dit, s'efforcer d'éviter les risques, c'est avoir recours au télétravail de manière prioritaire, mais évidemment, à l'impossible, nul n'est tenu. Et puis, faire privilégier les mesures d'application collective sur les mesures individuelles, c'est faire privilégier le télétravail ou les mesures collectives d'aménagement des horaires, des déplacements, la gestion des flux, sur des mesures individuelles qui seraient simplement lavez-vous les mains et portez le masque. Donc, quelque part, le recours au télétravail n'est pas prévu par la loi comme étant un impératif. Ça résulte du protocole national qui n'a pas en soi caractère fermement impératif, c'est simplement une indication sur la manière dont on va décliner les principes généraux de prévention à l'égard de la situation actuelle de la pandémie de Covid, disant éviter les risques, c'est s'efforcer au maximum d'éviter les contacts, donc avoir recours au télétravail dans toute la mesure du possible, et dans la mesure où le télétravail ne peut pas être mis en œuvre, ce qui relève de la responsabilité de l'employeur, application d'autres mesures collectives, la gestion des flux, la gestion des horaires, et évidemment, sans préjudice de l'application des mesures individuelles, port du masque et gestes barrières. Alors, finalement, si on veut synthétiser, l'employeur n'est quand même pas sans outils à sa disposition, c'est-à-dire que dans l'hypothèse, j'ai essayé d'envisager un peu différents cas, dans l'hypothèse où un salarié présente un risque pour les autres, mais sans être symptomatique ni identifié comme cas contact, ou alors si le salarié est identifié comme cas contact, mais refuse de se placer en arrêt de travail parce qu'il estime qu'il doit pouvoir télétravailler, ou encore si un salarié vulnérable ou parent d'un enfant cas contact refuse de se placer en activité partielle, il y a deux choses. C'est premièrement, est-ce que l'employeur est fondé à prendre une décision sur le terrain médical, sur le point de savoir si le salarié est à risque ou pas à risque? Je ne pense pas. Il n'a pas vocation à assumer cette responsabilité. Dans ces cas-là, il y a quand même une phase d'évaluation du risque qui doit être faite et pour lequel le médecin du travail est évidemment l'interlocuteur prioritaire de l'employeur. L'employeur n'a pas à trancher des questions d'ordre médical. Mais indépendamment de ce point-là, le point de savoir si le salarié doit être placé en télétravail ou pas relève de la décision du pouvoir de direction de l'entreprise. C'est l'entreprise qui décide si le salarié est en mesure de télétravailler un peu, beaucoup, passionnément ou pas. Et si le salarié fait blocage, il y a toujours possibilité de l'orienter vers le médecin du travail. Si le salarié est manifestement pas raisonnable, qu'on ne peut pas le faire télétravailler, mais que pour autant, il a déclaré à l'assurance maladie qu'il pouvait télétravailler et que donc il n'avait pas vocation à se mettre en arrêt de travail, soit on arrive à le convaincre gentiment, soit on va devoir faire appel au médecin du travail pour le convaincre d'opter pour la meilleure solution pour lui-même, à défaut de pouvoir le faire télétravailler. Donc, ça suppose quand même en anticipation de pouvoir identifier clairement et en amont de ces difficultés-là, les postes et les tâches qui peuvent être télétravaillés ou pas, avec plus ou moins de concertation avec les représentants du personnel, mais ça suppose quand même de travailler en amont sur ces problématiques-là et pas de les gérer à chaud. Et puis l'autre cas qui peut se poser, c'est si mon activité est compromise parce que j'ai trop de cas contacts, trop de cas positifs, et voire même que je suis face à un cluster,
Comment je peux gérer ça? Bon, bah, il y a le télétravail, là aussi, si possible, mais c'est moi, employeur, qui décide ce qui est possible de mettre en place en matière de télétravail. Ou à défaut, bah, qu'est-ce qui va rester comme solution? Bah, potentiellement, si j'ai trop de salariés absents, il y a toujours le recours à l'activité partielle collective qui doit être envisagé. À défaut d'autres solutions pour gérer les absences, les congés payés, les récupérations, les JRTT, vous savez que jusqu'au 31 décembre, on a quand même un peu de souplesse sur la possibilité de faire prendre des congés payés. Donc ça, c'est des solutions qu'il faut avoir en tête, mais qu'il faut là aussi anticiper. Donc anticipation et puis traitement des problèmes médicaux avec le médecin du travail et assumer ses responsabilités sur la question de savoir si le salarié peut télétravailler ou pas. Dernier point, avant de passer à la phase des questions, le cas échéant, et puis laisser la parole aux autres intervenants. Deux précisions dans le protocole, alors pas dans le protocole, dans un document qui s'appelle Conseil et bonnes pratiques aux usages d'entreprise, pour lequel je vous ai là donné le lien. Le gouvernement a pris quelques préconisations qui concernent la marche à suivre en cas de cluster. Le cluster étant défini comme une situation où plus de 3 contaminations sont diagnostiquées sur une période de 7 jours dans une unité de travail, on va dire. Dans ces cas-là, le gouvernement vous dit, ce que vous devez faire, c'est contacter l'ARS, contacter votre service de santé au travail, évidemment, pour prendre des préconisations sur la désinfection des locaux, etc. Informer le CSE de l'existence du cluster dans le respect de l'anonymat des personnes concernées. Ce qu'on peut faire en plus, slide suivant, c'est évidemment de collaborer avec l'assurance maladie pour le contact tracing, mais ça c'est évident. Et là, on commence à voir que c'est compliqué. Dans ce cadre, je peux, en tant qu'employeur, inviter, mais sans l'imposer, mes salariés à se faire tester et à m'informer du résultat de leur test. Là, on voit qu'on commence à rentrer sur une ligne de crête entre l'incitation des salariés à se faire tester et l'impossibilité de les y contraindre et surtout l'impossibilité de leur demander de vous communiquer les résultats du test. C'est un point qui est essentiel. S'assurer que les cas contacts ont bien été contactés par l'assurance maladie pour qu'ils restent isolés, consulter un médecin et se fasse dépister, mais c'est quand même très difficile à mettre en place en pratique, puisque là, on est quand même confronté comment dire, à une limite qu'on ne saurait franchir, qui est le respect du secret, de l'état de santé des salariés. Aucun salarié n'a l'obligation de communiquer à son employeur le résultat d'un test ou de lui dire s'il a été testé et quel a été le résultat du test. Et d'ailleurs, le gouvernement vous le rappelle bien, ce que je ne peux pas faire, diffuser le nom des personnes contaminées, imposer un test de dépistage, imposer aux salariés de m'informer du résultat du test, a fortiori conserver les éventuels résultats. Si vous avez un salarié qui vous donne les résultats du test, ça peut arriver, vous n'êtes absolument pas en droit de les conserver, ni a fortiori d'en tirer quelques conclusions que ce soit. Vous ne pouvez pas obliger un salarié de bien travailler lorsque le test s'est révélé positif si vous le dites. Donc, c'est quand même toute la difficulté de l'exercice. C'est-à-dire que si un salarié vous dit qu'il est positif, sachant que vous n'avez pas le droit de lui demander l'information, mais si vous la donne, vous devez en tirer les conséquences en l'incitant à s'isoler dans le cadre du dispositif des arrêts de travail, etc. Mais quelque part, vous ne pouvez pas tirer d'autres conséquences de ces résultats de ce test. C'est quand même, je dirais, un exercice qui est quand même très, très compliqué pour les employeurs et a fortiori, évidemment, interdiction de conserver ou traiter les données récoltées. Enfin, dernier point, et j'en aurai fini avec cette présentation, la question de l'organisation de dépistage par l'entreprise a été posée. Vous savez que lors du premier confinement, le ministère du Travail avait posé un veto absolu sur l'organisation de campagnes de dépistage dans les entreprises. Un arrêté du 16 novembre 2020 a fini par accepter la possibilité d'organiser ces dépistages collectifs par l'entreprise au sein de la population ciblée des salariés en cas de suspicion de cluster. Mais le ministère a précisé que, évidemment, ça devait s'entendre d'une opération intégralement financée par l'employeur et réalisée dans des conditions garantissant le secret médical, c'est-à-dire des tests qui sont opérés par des praticiens médicaux et dont les résultats ne sont évidemment pas communiqués dans l'entreprise sous quelque forme que ce soit. Donc, si c'est le médecin du travail du service de l'entreprise concernée, évidemment, il conservera les données pour lui, il ne les transmettra pas à l'entreprise. C'est l'évidence. Voilà pour cette présentation, je dirais, de la partie, on va dire, protocole complémentaire au patchwork. On voit que ça pose quand même encore beaucoup de questions. L'exercice étant de savoir conserver son pouvoir de direction en naviguant entre ce patchwork et ce protocole à la portée quand même relativement floue. Je suis à l'écoute de vos questions. J'espère que je ne vous ai pas perdu.
Merci beaucoup, Monsieur Weber. Il y a effectivement des questions. Je vous propose de revenir sur ces questions-là après l'intervention du docteur Ducrot sur la- toujours le regard du médecin du travail sur ces questions et ces règles qui restent encore effectivement floues euh, aujourd'hui. Je reprends la parole. Alors pourquoi certaines règles ne sont-elles pas clairement définies? D'abord, parce que toutes les questions n'ont pas forcément de réponse. Alors je vous ai mis ça sous une forme de tableau. En effet, hein, lorsqu'un risque nouveau apparaît, par principe, hein, nous ne connaissons rien sur lui et il faut admettre que, on ne sait pas, on ne sait pas tout, en tout cas sur lui, et d'une façon générale, vous savez que le risque biologique est quand même sous-estimé et également méconnu. De plus, un nouveau risque provoque des perceptions subjectives et des peurs. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots et on ne réagit pas tous de la même façon. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être rassurés. Alors comment faire? Il va falloir essayer de se rassurer les uns les autres. Il y a des personnes qui sont là pour ça, c'est aussi le corps médical parce que ça fait partie de notre travail que de rassurer. Et on rassure comment? En expliquant, en communiquant et puis on recommence parce que il faut que le message passe et que le premier message parfois n'est pas suffisant, donc il faut recommencer. Il faut agir aussi avec prudence et il faut respecter les consignes sanitaires, notamment donc les gestes barrières. Pour ceux qui ont des souvenirs de mathématiques, c'est les gestes barrières, hein, sont le plus petit dénominateur commun qui nous protège en fait de ce virus. Donc, il ne faut pas l'oublier en toutes circonstances et dans n'importe quelle situation de travail où l'on est. C'est vraiment les gestes barrières qui comptent. Voilà. Alors après, on peut se poser la question, comment agir dans la durée et comment rester efficient. Pour ça, il va falloir s'appuyer sur des valeurs et surtout, ces valeurs vont permettre de garder la cohésion d'un collectif. Il va falloir renforcer la bienveillance les uns envers les autres, la solidarité, c'est hyper important pour que chacun vive cette période au mieux et puis respecter les règles parce que c'est en respectant les règles que la confiance va s'installer dans les collectifs. Et comme on a des nouvelles règles, c'est important que tout le monde les respecte et tout le monde les discute. Et c'est l'intérêt, je dirais, des protocoles, c'est justement de les construire ensemble. Maître Babin vous a dit que les protocoles nationaux étaient un guide d'interprétation. Donc, c'est à chacun de se le réinterpréter dans son entreprise, mais de le faire dans le dialogue social, c'est-à-dire de bien vérifier si à chaque situation a bien été repérée, identifiée et protégée. Et ça, c'est votre travail. Mais si on le fait tout seul dans son coin, ça n'a pas de sens. Si on le fait en collectif, en discutant et en écoutant les remontées du terrain et en protégeant et en tenant compte de ce qu'on nous a dit et d'essayer de trouver la parade pour corriger les mesures qui n'auraient pas été parfaites ou en tout cas qui n'auraient pas été suffisantes. Là, à ce moment-là, c'est important parce que vous avez de grandes chances que le collectif s'approprie le protocole et les règles et surtout les applique dans le temps. Et c'est important dans cette période parce qu'on part encore pour des semaines, voire des mois maintenant, jusqu'à ce que le vaccin soit déployé et en nombre. Il faut vraiment que chacun comprenne. Mais on a quand même fait de gros progrès quand même avec ces 8 mois qui se sont passés. Voilà pour ce slide-là. Et puis sur ce slide-là, alors là, je vous ai plutôt indiqué des liens sur lesquels vous pouvez retrouver donc le protocole national, bien sûr, le protocole prise en charge d'une personne symptomatique en entreprise. Vous pouvez le retrouver sur notre site du SSTRN, ainsi que la matrice recherche cas contact en entreprise. Ça peut vous aider à préparer le terrain si vous êtes contacté par les autorités sanitaires. Ça vous permet de comprendre, de rechercher, de préparer et d'identifier en fait les salariés qui seraient contact d'une personne symptomatique. Voilà. Et puis, d'une façon plus générale, n'hésitez pas à aller sur notre site. Vous aurez des guides pratiques, vous aurez des fiches situation de travail, des fiches conseils que vous retrouverez donc notamment dans le dossier spécial Covid-19. Voilà pour cette partie. Merci beaucoup, Madame Ducrot. On avait effectivement des questions qui avaient déjà été posées sur cette thématique. On en a d'autres hein, dans le cadre du
chat. Quelles sont les modalités et les obligations de l'employeur pour la mise en place du télétravail dans cette période de crise sanitaire? Je pense qu'on a quand même pas mal répondu à cette question lors de la présentation. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter, Monsieur Babin, sur ce sujet, sur les modalités notamment, peut-être. Alors, on vous entend pas. Excusez-moi, j'avais coupé mon micro, comme un bon petit soldat, et j'avais oublié de le remettre. Les questions qui se posent, alors sur le plan juridique, sur la mise en œuvre du télétravail, sont typiquement les suivantes. Alors déjà, est-ce que totalement mettre la définition des postes qui peuvent être télétravaillés ou pas? Alors, vous savez que dans le Code du travail, il y a un dispositif qui permet, en cas de circonstances exceptionnelles à l'entreprise, de considérer que la mise en œuvre du télétravail est une mesure quelque part je dirais, nécessaire pour la permanence de l'activité de l'entreprise. Donc, on a considéré que ce texte autorisait l'employeur à déroger au principe suivant lequel le télétravail ne peut pas être imposé à un salarié, c'est-à-dire ça permet à l'employeur d'imposer le recours au télétravail à des personnes qui, dans un cas normal, ou s'y seraient opposées, que ça n'intéressait pas. Donc, possibilité effectivement d'imposer aux salariés. Après, ça ne veut pas dire pour autant que je peux faire sans concertation, évidemment. Il y a quand même les attributions du CSE à respecter en la matière, même si même le ministère a considéré que face à une situation d'urgence, il est possible de mettre en œuvre le télétravail comme une mesure de protection des personnels de manière immédiate, sans forcément consulter le CSE. Dans ces cas-là, il faut en informer au minimum le secrétaire du CSE en vue d'une consultation peut-être future du CSE sur la question. Donc, on est là une consultation a posteriori, telle qu'elle est prévue notamment, par exemple, pour la mise en place de l'activité partielle ou de manière plus générale, pour la mise en œuvre de mesures de sécurité, une consultation dans le cadre de, par exemple, l'actualisation du règlement intérieur, place tout de suite parce que c'est l'urgence. Donc, les textes l'autorisent. Donc, on peut imposer le télétravail aux salariés, on peut éventuellement le mettre en place sans consultation préalable du CS, avec certaines formes quand même à respecter, notamment une information du secrétaire du CSE. Mais tout ça suppose quand même une réflexion en amont sur ce qui peut être télétravaillé ou pas. Encore une fois, il y a une marge quand même d'incertitude entre le recours au télétravail à 100%, qui est quand même pas très recommandé. On voit que le ministère a pris récemment précaution dans le guide, le protocole national, en l'amendant tout récemment en disant attention, le télétravail c'est très bien, c'est pas une option, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une source de risques psychosociaux et pour vos salariés. Donc le mieux est l'ennemi du bien quelque part. Faites attention à ne pas abuser du télétravail. Donc, on voit quand même les injonctions sont assez paradoxales, mais quand on le traite le télétravail à 100% et le zéro télétravail, il y a plein de situations intermédiaires. On peut imaginer qu'un salarié vienne 2 jours dans l'entreprise, une partie du personnel pour assurer des tâches administratives. Et ça suppose quand même une réflexion en amont qui est difficile à mettre en œuvre à chaud. Et finalement, cette politique télétravail comme un peu un travail en progrès, c'est-à-dire il y a les mesures qu'on met en place tout de suite, et puis ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à réfléchir avec nos représentants du personnel en CSE sur la manière d'améliorer le système, sachant qu'en dernier lieu, c'est quand même l'employeur qui prend sa responsabilité sur ce point. Voilà en très résumé les problématiques que je vois d'un point de vue juridique. Ok, merci beaucoup. Y a-t-il une obligation, alors de la même façon, on l'a quand même pas mal abordé, y a-t-il une obligation d'arrêter tout le personnel ne présentant pas de symptômes ayant été en contact avec un cas Covid déclaré dans l'entreprise? Alors, pour moi, non. En fait, l'obligation qui existe, évidemment, c'est lorsque vous avez des salariés qui sont identifiés comme cas contact, c'est de respecter les principes qui veulent que ces salariés s'isolent et donc soit qu'ils télétravaillent, soit qu'ils se fassent passer en arrêt de travail. Mais on n'a pas l'obligation pour autant d'arrêter l'ensemble du personnel dès lors qu'on a un certain nombre de cas, y compris de cas positifs. Par contre, après, ce qui va se passer, c'est que la multiplication de cas positifs ou de cas contacts risque de placer l'entreprise dans l'impossibilité de continuer à travailler en mode normal. Donc, ça suppose de mettre en place une organisation qui permette de continuer à travailler en mode dégradé et à défaut, le cas échéant, d'avoir recours à l'activité partielle. Parce que véritablement, ce sont les conditions minimales de l'activité qui sont mises, quoi. Mais c'est dans cette, je pense qu'il faut raisonner, c'est-à-dire respect des préconisations et des règles sur la gestion des cas contacts et des tests des cas positifs, et éventuellement organisation de l'activité en mode dégradé. Vous avez une multiplication de cas, et à défaut de pouvoir s'organiser, recours à l'activité partielle en dernier lieu.
Merci beaucoup. Le recours à l'activité partielle en cas de circonstances exceptionnelles a été admise, y compris lors du premier confinement, dans l'hypothèse où l'entreprise ne peut plus travailler dans les règles de sécurité. Donc, on est face à une situation contraignante pour l'entreprise qui justifie qu'elle arrête son activité. Ok, merci beaucoup. Sur le chat, j'ai une question sur la présentation. Effectivement, la présentation sera adressée aux participants par mail à l'issue de la conférence. J'avais une autre question. Pourriez-vous nous rappeler les conditions pour imposer la prise de jours de congé aux salariés pendant cette période de crise sanitaire? Est-ce qu'il y a des dispositions particulières? Oui, alors, il y a une ordonnance en fait, du 25 mars 2020 qui est toujours applicable jusqu'au 31 décembre 2020, qui permet d'imposer la prise de congé payé. Vous savez qu'en matière de prise de congé payé, vous avez un principe qui est souvent connu, pas toujours respecté, mais qui pourtant existe, qui veut qu'on ne puisse pas imposer à un salarié la prise de congé payé à moins d'un mois de la date de prise des congés. Donc, on a un délai de prévenance d'un mois à respecter pour l'imposition de la prise de congé payé. Et dans les circonstances actuelles, l'ordonnance du 25 mars permet jusqu'au 31 décembre 2020 de déroger à ces principes et d'imposer sans délai de prévenance la prise de congé payé à des salariés qui ne le souhaiteraient pas, sous réserve qu'un accord collectif le prévoit. Je suppose qu'un accord collectif soit pris qui permette, sous réserve d'un délai de prévenance qui serait réduit à 1 jour franc, d'imposer la prise de jours de congé. En revanche, l'employeur a beaucoup plus la main sur ce qu'on appelle les JRTT ou les recruteurs, où là, potentiellement, c'est les règles habituelles de la convention collective qui vont s'appliquer, ou celles en vigueur dans l'entreprise, passe délai d'un mois. Pour la prise de congé payé, si vous voulez déroger au délai d'un mois, il faut passer par un accord. Okay. Merci beaucoup. Une autre question, comment imposer et sanctionner aux salariés qui ne respectent pas les gestes barrières d'entreprise? Exemple, port du masque dans un véhicule. Peut-on utiliser en fait les sanctions, ou doit-on utiliser les sanctions disciplinaires, et quel risque finalement si l'entreprise ne le fait pas d'ailleurs? Alors, ça, c'est une problématique qui se pose de manière générale pour le respect des règles de sécurité. C'est-à-dire que l'employeur étant responsable de la sécurité de ses salariés, sanctionner un salarié qui ne respecte pas les gestes barrières, ce n'est pas simplement un droit, c'est quasiment une obligation de la part de l'employeur. C'est-à-dire qu'il ne pourra, en cas de contamination et en cas d'action en recherche de responsabilité de l'employeur liée à une contamination sous réserve qu'elle soit reconnue comme maladie professionnelle, on l'a évoqué un petit peu plus tôt, l'employeur sera d'autant mieux à se défendre pour éviter sa responsabilité s'il est en mesure de montrer qu'il a pris ses responsabilités en compte, c'est-à-dire qu'il a imposé la geste barrière et que, le cas échéant, il a sanctionné les salariés qui n'avaient pas respecté les gestes barrières. C'est un point essentiel, en fait. Et que l'un des éléments incontournables de l'examen d'un dossier de responsabilité de l'entreprise en cas d'accident ou de maladie professionnelle, les actions engagées par l'entreprise pour informer les salariés sur les précautions à prendre, les former, les informer, bien évidemment, veiller à l'application de ces règles et, le cas échéant, les sanctionner lorsqu'elles ne sont pas. Et c'est non seulement un droit, mais une obligation. Alors après, là encore, c'est avec toute la mesure nécessaire et on ne dégaine pas forcément la sanction en premier lieu. On fait d'abord du travail de pédagogie, comme l'a bien rappelé le docteur Ducrot, et vraiment, en dernier lieu, il va falloir aller à la sanction pour les incorrigibles. Mais oui, c'est tout à fait fondé, même je pense que c'est même. Très bien, merci. Une question complémentaire sur les congés. L'employeur peut-il imposer, est-ce qu'il existe un nombre maximum de congés payés que l'employeur peut imposer à ses salariés? Alors, c'est la colle. Il me semble que dans le décret du 25 mars, ça doit être 10 jours maximum pour congés payés et repos. Alors, attendez, je regarde. Ou éventuellement, si ça ne vous dérange Non, pas. alors, On va mettre en suspens, je vous le dirai dans après. tous les cas, l'employeur peut imposer tous les jours de congé s'il respecte effectivement ce délai d'un mois. C'est à l'employeur effectivement d'imposer les congés payés. C'est lui qui les fixe, c'est sa prérogative. Mais effectivement, il y a la limite de 10 jours, il me semble, sur la limitation effectivement par accord collectif. La deuxième question portait sur les petites entreprises. Faut-il un accord d'entreprise pour imposer et réduire effectivement ce délai, me semble-t-il?
Alors, il n'y a pas besoin d'accord collectif dans les TPE pour imposer les congés payés. Par contre, pour les imposer dans un délai réduit, effectivement, d'un jour franc, comme le prévoit l'ordonnance, là, il vous faudra un accord d'entreprise, peu importe la taille. C'est bien ça, hein, monsieur Tout à Hamon. fait, tout à fait. Sachant que des dispositions permettent, y compris dans les entreprises, de mettre en place des accords collectifs, le cas échéant ratifiés par le personnel, si l'entreprise, par son effectif, rentre dans le scope de ce dispositif de négociation dérogatoire, quoi. Donc oui, toute entreprise doit pouvoir se doter d'un accord collectif sous la forme qui lui est appropriée. L'accord collectif lui permet, c'est un abus de langage, je veux dire, lui permettrait d'imposer la prise de congé. En fait, on peut toujours imposer la prise de congé, vous l'avez rappelé, M. Lemitoire, c'est parfaitement vrai. En fait, l'accord collectif peut déroger au délai d'un mois pour imposer des congés, ce qui est un peu différent. Mais oui, il faut bien un accord collectif et suivant les modalités propres au TPE. Ça passe passer par un référendum, ce qui peut, pour le coup, rendre un peu compliqué l'adoption d'un accord collectif lorsque c'est l'ensemble du personnel qui est contre la prise des congés. Là, forcément, il y aura un blocage. Mais en théorie, oui, c'est possible. Ok. Merci beaucoup. Je vous propose d'avancer compte tenu du délai. Euh, Madame, Juste une précision, vérifiez quand même si votre accord de branche ne le prévoit pas. Parce que là, on parle d'accord d'entreprise, mais un accord de branche peut aussi le prévoir. La métallurgie, notamment, s'est dotée d'un accord sur la question, sur la prise des congés. effectivement. Merci beaucoup. Madame Ducrot, je vous propose effectivement de prendre la parole sur la partie plutôt de prévention pratique et le rôle des services de santé dans cette période particulière, qui est d'autant plus important pour aider effectivement l'entreprise et le dirigeant à gérer cette crise sanitaire. Ok, je vous laisse m'installer le slide, très bien. Je commence par le rôle des services de santé au travail, c'est plus logique, en vous rappelant que préserver la santé et la sécurité des salariés, c'est la mission première des services de santé depuis 1946, depuis la loi d'octobre 1946, donc depuis l'origine de la médecine du travail en France. J'en arrive alors au début de la crise. Qu'est-ce qu'il y a eu en plus? Ça a été de continuer, d'assurer la continuité de leur mission en adaptant bien sûr leur activité et leur organisation. Donc, preuve que nous sommes essentiels, ça me fait extrêmement plaisir. Bien sûr, ils ont rajouté le fait de diffuser des messages de prévention utiles à la lutte de la propagation du virus. Donc, notre rôle premier a été d'informer, de sensibiliser, d'accompagner les entreprises, de répondre aux sollicitations des salariés et des entreprises, et puis d'adapter nos activités aux besoins des entreprises. Donc ça, c'est vraiment les grandes missions. Et puis, qu'est-ce qu'on nous a rajouté? En tout cas, ce qui est prévu, c'est le slide suivant. Alors, les directions de nos services ont reçu une lettre du secrétaire d'État et il est prévu, mais ce n'est pas encore confirmé, les choses suivantes. Donc, notre contribution au dépistage, donc via les tests rapides, on pourra peut-être en reparler un petit peu, notre participation donc, au contact tracing, la prescription d'arrêt de travail par le médecin du travail, donc à titre dérogatoire et en lien avec le Covid, le repérage des situations de vulnérabilité et de détresse psychologique et un accompagnement adapté, l'intensification de la prévention de la désinsertion professionnelle par le fait que les infirmiers auraient la possibilité d'effectuer des visites de pré-reprise. Et je répète, pour l'instant, c'est prévu. Nous n'avons aucune confirmation réglementaire, donc pour l'instant, on ne fait pas. Et puis, l'autorisation de poursuivre les téléconsultations qui nous avait été donnée donc, dès le mois de mars et qu'on a mis en place dans nos services. Voilà d'une façon générale ce qui a été dit. Alors en pratique maintenant, et je vais me baser sur ce qui a été fait dans mon service, au SSTRN, quelles sont les actions concrètes qui ont été mises en place pour accompagner nos entreprises. Il y a eu à la fois, donc, comme je l'ai dit, de l'information, les services rendus, l'écoute et puis l'innovation. Alors au niveau de l'information, il y a eu une veille d'information quotidienne réalisée à la fois par notre service communication et à la fois par nos équipes, nos médecins du travail. Il y a une mise à jour du site internet avec plus de 74 actualités, ce qui a représenté quand même énormément de vues.
de la part des uns et des autres, puisqu'on a eu jusqu'à 641 500 pages vues sur notre site et il y a eu plus de 230 000 visiteurs. Il y a eu 3 dossiers mis en ligne dès le début du confinement. Donc, il y a eu le dossier Covid. Petit à petit, on a créé le dossier confinement parce qu'on savait qu'au bout de la 4e semaine de confinement, il pouvait y avoir un retentissement notamment psychologique et il fallait donner des explications pour mieux passer ce cap-là. Voilà, donc vous retrouvez dans ce dossier des informations sur justement le télétravail et comment le faire, comment travailler sur son écran, mais à domicile. Donc là, ce sont nos ergonomes qui ont travaillé sur ce chapitre-là. Nous avons les psychologues qui ont, par exemple, travaillé sur le risque le risque psychosocial. Donc, vous avez beaucoup de conseils également. Voilà, donc vous avez également donc le dossier reprise d'activité qui lui a été vu plus de 47 000 fois dès sa publication donc au 30 avril. Et puis au niveau des réseaux sociaux et les newsletters également, vous avez dû en recevoir aussi quelques-unes. Au niveau du service, il y a une mobilisation active et constante des professionnels de par les visites médicales, les actions en entreprise, les participations donc aux diverses réunions qui vous sont propres. Il y a également donc la création d'outils pratiques avec des guides, des fiches conseils, des protocoles, la matrice de contact dont je vous parlais tout à l'heure. Au niveau de l'écoute, sachez qu'il y a eu quand même plus de 100 000 appels téléphoniques traités depuis le mois de mars. Et puis, on a créé une cellule d'écoute téléphonique pluridisciplinaire où participaient nos psychologues tous les jours. Et ça a servi. Et puis dans les centres, ce sont les équipes, y compris les appels, pour vous donner des conseils à la fois sur les dernières actualités des consignes sanitaires ou comment aborder le plan de reprise d'activité, ça c'était en mai, conseiller les personnes vulnérables et puis évidemment organiser toutes les consultations. Et au niveau des consultations, elles ont pu se réaliser en téléconsultation, donc ça c'est une nouveauté pour nous. Et il y en a plus de 11 000 qui ont été faites. Un véritable service rendu, très pratique. Et puis qui se réalise, on est d'accord, avec l'accord du salarié. Enfin, il y a quand même des règles de confidentialité qui sont à respecter, mais qui sont des vraies consultations. On a également transformé tous nos ateliers en ateliers en ligne. On a créé une série de webinaires. Il y en a une dizaine, je vais vous les montrer dans le slide suivant, et qui ont eu plus de 5000 vues, entre autres. Et puis, on a travaillé également beaucoup en visioconférence pour toujours garder le lien avec nos adhérents. Le slide suivant. Voilà, donc pour aller plus loin, vous pouvez nous retrouver toujours sur la thématique qui peut vous intéresser. Il y a eu 14 webinaires de réalisés. J'ai mis en gras ceux qui peuvent encore vous intéresser dans cette période avec le référent Covid. Comment mettre à jour son document unique, parce que c'est important de le faire. Je vous rappelle, la mise à jour du document unique, ça permet d'intégrer notamment 2 choses, c'est le risque biologique lié au coronavirus et le but va être de lister et détailler les situations dangereuses, c'est-à-dire celles qui sont susceptibles de générer une contamination via la projection des gouttelettes ou par contact, des surfaces contaminées. Et plus ces situations seront détaillées, plus elles seront précises, plus les actions de prévention en découleront automatiquement et seront plus faciles à mettre en place. Donc, d'une part, il y a ce risque biologique à intégrer dans le document unique, et puis vous avez les nouvelles pratiques de l'entreprise, avec notamment ce télétravail dont on parle beaucoup depuis tout à l'heure. Le principe est le même, il va falloir lister les situations dangereuses. Quand il n'y a pas de pause, quand il y a un isolement, ça peut contribuer aussi à créer des troubles musculo-squelettiques que vous n'aviez pas forcément avant, et puis l'apparition de risques psychosociaux. Donc, c'est important de relister encore toutes ces situations de travail qui font apparaître des nouveaux risques, alors que vous vous y attendez pas du tout. Alors pour ça, n'hésitez pas à regarder les webinaires qui ont été faits notamment pour le télétravail. Ça a été réalisé par nos ergonomes. Et puis, vous avez également le regard du psychologue du travail. Voilà.
qui pourra être utile pour vous. Voilà, et puis on en a un exprès sur que faire en cas de suspicion Covid en entreprise. Donc lui, il a été fait dans le cadre une journée organisée par la Fédération de la présence Pays de la Loire. Donc ça a été au niveau régional, tout simplement. Donc vous pouvez y aller, le revoir. Il y a pas mal et je développais en fait justement le protocole de prise en charge, donc il est réexpliqué. Voilà, je ne Merci. sais pas si j'ai encore un petit peu de temps par rapport Merci. oui, par rapport au référent Covid, c'est le salarié désigné compétent, n'hésitez pas. C'est un super relais opérationnel dans l'entreprise, hein. Quand je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas seul, ben oui, vous pouvez être assisté par un ou plusieurs salariés désignés compétents. Chez nous, les référents Covid, par exemple, il y a un médecin par centre, par exemple. Voilà, ça peut vous donner une idée aussi. Et on s'appuie sur eux au moins pour faire passer les informations et communiquer sur les actualités, les consignes sanitaires, c'est hyper important. Voilà. Merci beaucoup. À ce propos, j'avais une question, enfin, il y a une question dans le cadre du chat, hein, comment et qui est désigné ou les référents Covid en entreprise, et notamment dans alors pas que, mais dans les TPE, les petites, voire très petites entreprises. Est-ce que ça peut être le chef d'entreprise pour le coup? Tout à fait. Tout à fait. Ça peut être lui, comme ça peut être, je dirais, le sauveteur secouriste du travail qui a déjà ce côté altruiste, hein, pour aider les gens, enfin, prendre soin des personnes, de donner des explications. Il faut que ce soit quelqu'un qui comprenne quand même ce que c'est qu'un peu la démarche de prévention dans l'entreprise, comprendre un petit peu la mise en place des actions, qui est cette bienveillance pour les personnes, c'est-à-dire à prendre le temps de leur expliquer, penser à toutes ces personnes qui ont été obligés de s'arrêter et qui reviennent dans l'entreprise. L'entreprise est complètement changée, c'est pas celle qu'ils ont connue avant. Et il faut prendre le temps de leur expliquer tout ce qui s'est passé, comment ça s'est transformé et pourquoi on fait les choses. Alors tout à l'heure, Maître Babin parlait de pédagogie. Je préfère le terme d'andragogie, qui est la pédagogie pour les adultes. C'est un petit peu mieux et de leur faire comprendre, en gros, pourquoi toutes ces mesures sont utiles. Voilà, par la raison, je pense qu'on y arrivera plus. Voilà, c'est un petit détail, mais j'aime bien le dire. Voilà, mais c'est hyper important que les uns et les autres, on comprenne pourquoi on fait les choses et pourquoi ça s'est mis en place et pourquoi. Parce que voilà, si on n'explique pas, c'est vraiment une grosse contrainte et les personnes vont pas les capter ou vont pas les accepter. Merci. Une question complémentaire, et là c'était une question qui avait été posée toujours sur cette question du référent Covid. Euh, Y a-t-il une responsabilité juridique en fait, hein, qui incombe à ce référent Covid? On parle notamment de responsabilité civile, mais également pénale, et principalement pénale en cas effectivement de problème, hein. Alors, pour ce qui concerne, alors je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit par Françoise Ducrot sur le référent Covid. Il faut savoir que la question du référent Covid est en fait une question qui est à l'intersection de différentes règles. En fait, vous n'avez pas d'obligation légale de désigner un référent Covid. Enfin, c'est une recommandation du protocole national, mais on a dit que c'était plus une déclinaison opérationnelle d'obligations légales que véritablement une source de nouvelles obligations. Et effectivement, vous avez dans le Code du travail une obligation pour l'entreprise de désigner les salariés compétents en matière de risque. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément désigner un salarié compétent pour tous les risques et qui va être responsable de tout ce qui peut arriver dans l'entreprise. Ce n'est pas ça. C'est de désigner effectivement un référent qui va être un facilitateur des échanges d'informations, du recueil d'informations, du traitement, mais qui, à mon sens, n'a pas de responsabilité juridique au sens strict. D'ailleurs, en fait, tout va dépendre de la personne qui va être désignée comme le référent, alors en l'occurrence le référent Covid, salarié compétent pour être en charge de participer à la gestion de ces problématiques. Le protocole a admis que ça puisse être le dirigeant lui-même, auquel cas, c'est pas, sauf à ce que ce soit le dirigeant salarié, mais du coup, c'est lui qui assume à la fois la responsabilité de la conduite de la politique de prévention et aussi la qualité de référent Covid, auquel cas, il sera responsable, oui, mais pas en tant que référent, mais en tant que dirigeant, en tant que représentant de l'employeur. En revanche, si c'est un salarié qui désigne référent Covid parce que ça va être lui le mieux informé, qui va être le plus à même de rassurer les salariés qui ont des questions, d'assister l'employeur pour prendre les bonnes décisions, éventuellement pour être contacté par l'assurance maladie pour identifier les cas contacts. Lui, c'est un facilitateur et il n'a pas de responsabilité juridique au sens strict.
il a la responsabilité juridique qui incombe à tout à chacun. Si par son comportement, on expose d'autres personnes à des risques, on est imprudent. Bon, mais ça, c'est la responsabilité que nous avons tous. Mais en tant que référent Covid, ce salarié n'a pas de responsabilité juridique au sens strict. Ce qui permet d'ailleurs de faciliter la désignation, c'est qu'on peut quand même rassurer le référent. Ce n'est pas lui qui sera, je dirais, tenu responsable de ce qui peut arriver dans l'entreprise. Si tant est même qu'il puisse y avoir des responsabilités engagées face à un phénomène qui est davantage pandémique que véritablement propre à l'entreprise. Ok, merci, merci beaucoup. J'avais une autre question sur le rôle effectivement du service de santé au travail, et ça m'intéresserait d'avoir votre avis aussi, Monsieur Babin, sur votre relation ou comment effectivement vous voyez les choses auprès de vos clients. Euh, Est-ce que le médecin du travail ou le service de santé peut être finalement celui qui valide les mesures effectivement mises en place dans l'entreprise et adapter finalement un protocole adapté en fonction de sa situation réelle. Et quel est finalement l'intérêt de cette validation? Alors, au plan juridique, pour ce qui me concerne, en fait, parce que je laisserai docteur Ducrot intervenir sur le point de vue du médecin du travail, je ne peux pas me substituer sur ce point, mais en tant que conseiller d'entreprise, moi, je considère que le médecin est un conseil de l'entreprise, donc il a un rôle de conseil. Donc, évidemment, il est forcément partie prenante dans je dirais, la validation. Alors, pas au plan juridique, mais on va dire au plan du bien fondé de l'approche sur le terrain médical, sur le terrain de la prévention. C'est quand même un conseil en prévention. Donc, il est essentiel que le médecin du travail puisse être consulté, conseillé, qu'il puisse intervenir. Il n'en reste pas moins que c'est quand même l'employeur qui assume, in fine, la responsabilité, donc la décision d'arrêter les règles qu'il entend mettre en œuvre dans l'entreprise. Donc, conseil, oui. Décideur, non. Le décideur, c'est l'entreprise. Après, il y a peut-être effectivement quelques nuances à apporter à ce schéma un peu simpliste. C'est pour toutes les questions qui ont trait à des difficultés d'ordre médical, conciliation des gestes barrières, des mesures mises en œuvre dans l'entreprise, les problématiques de santé de tel ou tel salarié. C'est évidemment l'invisibilité des problématiques santé du salarié à l'égard de l'employeur font que ça ne peut être que le médecin du travail qui puisse prendre des avis, des préconisations par rapport à un salarié, problématique santé spécifique. Ça, c'est quand même très particulier. Deuxième nuance, quand même, les textes organisent la possibilité pour le médecin du travail d'aller au-delà d'une démarche simplement conseil et de prendre des décisions, des avis qui peuvent engager l'employeur. On l'a vu tout à l'heure, le texte est récent, c'est 2020, sur l'arbitrage d'un différend entre l'employeur et le salarié sur le point de savoir si moi, salarié vulnérable, je peux continuer à travailler dans l'entreprise au regard des gestes barrières mis en œuvre sur le site. C'est le médecin du travail qui est censé arbitrer, qui est censé trancher. Le texte le prévoit. Et de la même manière, en fait, les textes du Code du travail prévoient de longue date que le médecin du travail puisse préconiser des mesures de portée collective. Les médecins du travail prennent la décision en responsabilité de préciser auprès de l'entreprise la mise en œuvre du télétravail dans des proportions plus importantes que celles qui sont mises en place par l'entreprise. Est-ce que cet avis lie l'entreprise? Moi, à mon sens, non, puisque les textes prévoient que l'employeur peut éventuellement expliquer au médecin du travail les raisons qui s'opposent à ce qu'il mette en œuvre les préconisations du médecin du travail. C'est quand même un pouvoir de conseil, on va dire, renforcé que le texte confie au médecin du travail. Donc, schéma général, dans pas le conseil et le décideur, avec quand même une nuance sur les traitements des situations individuelles de la problématique santé, et avec aussi la prise en compte du pouvoir de conseil renforcé qu'a le médecin du travail s'il souhaite faire des préconisations, je dirais, plus formalisées à l'encontre de l'employeur, à charge pour l'employeur d'expliquer pourquoi pas, le cas échéant, respecter sa préconisation ou pas. Non, on n'est pas obligé de raisonner forcément en noir ou blanc. Voilà en synthèse comment on peut résumer les choses. Merci.
compléter, hein, vu le nombre de relectures que l'on a fait des plans de reprise d'activité au mois de mai, on s'est bien situé dans ce rôle de conseil. Et à force d'en lire, on voyait bien, et tout de suite, les employeurs avaient écrit déjà les actions mises en place. Notre rôle était de les interroger sur ce qui n'était pas écrit, pour vérifier ce n'était pas un oubli. Et si c'était un oubli, on leur conseillait de le remettre. D'accord. On a vraiment ce rôle de conseiller, validation peut-être de la méthode, c'est-à-dire on a été en appui des entreprises pour leur expliquer la méthode, la démarche, comment s'y prendre pour organiser tous les flux, toute la mise en place de l'affichage, toute la mise en place de comment avoir du matériel, comment avoir les solutions hydroalcooliques, etc. Donc oui, de ce côté-là, on a été enfin, on a joué notre rôle de conseil. Peut-être qu'ils n'avaient pas le temps d'avoir, ou en tout cas, ils n'avaient pas pu creuser ou pu prendre le temps d'avoir toutes ces sources d'informations. Voilà, nous, on était là au moins pour faire gagner du temps et leur donner, dès qu'ils nous avaient en ligne et dès qu'ils pouvaient échanger avec les membres de nos équipes, on leur donnait toutes ces informations-là avec une espèce de méthode à appliquer chez eux, et ils repartaient, ils pouvaient refaire leurs documents, mais au moins c'était complet. C'était plus comme ça. Après, au niveau individuel, quand vous parliez des salariés vulnérables, et de fait, je dirais pour tous les autres salariés, nous sommes responsables, alors en tant que médecins, de nos avis. Ça, c'est notre responsabilité juridique, je vais le dire comme ça, mais ça nous engage et on assume. Avec une possibilité de recours, effectivement, devant le Conseil des prud'hommes contre cet avis. Je me permets, avant d'avancer sur les autres thèmes, il y avait une question, effectivement, toujours sur le référent Covid, hein, qui a donné lieu, effectivement, à un certain nombre d'interrogations. Le référent Covid est-il obligatoirement le sauveteur secouriste de l'entreprise? Que Non, 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 peut-il pas dire pour du l'autre tout. salarié? Il peut parce que ces personnes-là, je vous dis, comment dire, elles savent très bien gérer une victime. Elles savent très bien appeler les secours. Donc, vous leur mettez un nouveau protocole qui dit il faut isoler la personne, je dois me protéger, etc. Ce sont des personnes qui vont très bien intégrer toutes ces consignes de prise en charge. Elles vont très bien rassurer aussi la personne qui serait symptomatique, mettons, dans l'entreprise. Et elles savent donner des messages. Donc, elles pourront très bien faire le lien, si vous voulez. C'est un profil de salarié qui correspond tout à fait. Ok, Je suis très bien. parfaitement d'accord avec ça. Les sauveteurs secours du travail sont déjà formés, et je le suis pour ma part, formés à se protéger soi-même et à protéger les autres au moment où on prend en charge la victime supposée. Donc, c'est tout un contexte qu'on prend en compte. Et de ce point de vue-là, le référent Covid a tout avantage à être déjà sensibilisé à cette problématique de prise en charge de victime. Ça, c'est évident. Mais ça n'est pas une obligation légale. C'est une préconisation. Ça relève du bon sens. Ok. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant d'aborder la dernière partie de ce rendez-vous sous le prisme effectivement de l'avenir de la santé au travail vis-à-vis de cette situation particulière du Covid et principalement d'abord sur finalement la modification du rôle des services de santé au travail. Nous avons la chance d'avoir Jean Cesbron qui est le président du SSTRN participant effectivement à ce webinaire. Donc je vous propose de prendre la parole pour je dirais, nous parler de sa conception effectivement de l'avenir des SST, notamment via effectivement cette contrainte nouvelle qui est le Covid. Monsieur Cesbron. D'abord, merci aux organisateurs et merci aux intervenants. Je crois que c'est utile effectivement de préciser tout ça. Je vais essayer, mais très rapidement, je vais être très bref, de vous donner une vision générale, en quelque sorte. Historiquement, effectivement, on appelait ça la médecine du travail et c'était des associations d'employeurs préoccupés de la santé de leurs salariés. On a trop l'image de la visite médicale. Certes, il y en a qui sont obligatoires, certes, on les fait, mais de plus en plus, on s'oriente vers la prévention. Et la crise, je crois, a été révélatrice de nos apports. Et c'est important de le dire parce que, justement, on est trop souvent méconnu et trop souvent sous-utilisé, si vous me permettez cette expression. Alors, toute cette évolution vers la prévention, surtout dans un contexte de pénurie de professionnels médecins, nous amène à évoluer, à écouter aussi les critiques qui peuvent être faites.
Exemple, on a beaucoup travaillé sur l'harmonisation d'une offre à l'échelle nationale. Je ne vais pas vous la détailler, mais on n'a pas le même service aujourd'hui en France. Si on est à Marseille, si on est à Clichy-les-Ouailles, si on est à Nantes, etc. C'est quand même préjudiciable. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont multi-sites. Et donc, ça, c'est important. La deuxième orientation qui me semble importante, c'est que certes, nous avons des professionnels, mais nous nous inscrivons dans un système de santé. Nous sommes à des acteurs importants. C'est 1,5 milliard de budget, c'est 17 000 salariés en France, professionnels salariés. Voilà, c'est plus de 20 000 implantations pour être bien en proximité dans les bassins d'emploi, hein. Donc, c'est un moyen important, mais on n'a pas la science infuse, on n'a pas à travailler seul. On est un des éléments de la politique de santé en France et notre souhait, et on travaille là-dessus en ce moment, pas tout seul d'ailleurs, mais notre souhait, c'est qu'on puisse définir ses priorités, ses orientations, d'une part avec l'État, d'autre part avec les organisations représentatives des entreprises. Je pense naturellement en premier lieu au MEDEF. C'est important qu'on partage sur les priorités. Il y a aussi avec les branches. Les branches peuvent avoir des problèmes spécifiques à une branche. Tout à l'heure, je voyais d'ailleurs dans les transparents présentés par Françoise Ducrot un travail sur les risques chimiques dans les professions de nettoyage. Bon, voilà un problème tout à fait spécifique, mais qui répond à des besoins de plein d'entreprises. Voilà. Cette conférence, d'ailleurs, pour moi, préfigure une des évolutions, c'est-à-dire cette collaboration. Vous voyez que c'est le MEDEF qui organise et que nous intervenons dedans. C'est aussi l'intérêt d'ateliers collectifs. Beaucoup de nos adhérents sont des petites entreprises, hein, 85% ce sont des TPE, à quelques pourcents près, et ça c'est vrai de manière générale. Donc il est important dans les premiers contacts qu'on puisse vous fournir de l'information, Françoise l'a dit, au travers d'un site, au travers d'ateliers collectifs comme ça, etc. Et c'est souvent l'amont d'un premier contact, hein. Voilà ce que j'ai envie de dire. Donc, une profession en très forte évolution et qui souhaite le dialogue avec les organisations professionnelles pour mieux répondre à leurs services. J'insiste, nous sommes un des acteurs, mais nous sommes un opérateur. Nous ne sommes pas les négociateurs de la réforme, hein. Donc, je ne parlerai pas de la réforme. Je peux dire ce que l'on fait, c'est ce que je vous ai dit au travers de 2 ou 3 axes, hein, mais je ne me prononcerai pas sur le résultat ni sur cette négociation qui est en cours aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Cesbron. J'en parlerai effectivement de la négociation en cours actuellement. Merci, merci pour cette présentation. Rapidement à quelques questions, mais vraiment. Alors, je vous propose de dérouler la partie et puis si vous avez le temps, à ce moment-là, on les traitera à la fin. Madame Ducrot, je vous redonne la parole concernant effectivement l'avenir de la santé à l'épreuve de la crise sanitaire qu'on vit actuellement. Quels sont les impacts pour vous que cette crise pourrait avoir sur la logique de santé et notamment de prévention, hein, de la santé au travail? Je vous laisse m'installer le slide, ce sera plus pratique. Oui. Ça va arriver et j'en profite pour saluer écoutez, mon président. Bonjour Monsieur Cesbron. Concernant donc l'avenir de la santé au travail, donc qui a été à l'épreuve de cette crise sanitaire, et écoutez, je vais quand même repartir sur ce mot de crise que tout le monde entend depuis maintenant 8 mois. Rappeler que ce mot-là, cette crise, c'est une manifestation violente, mais c'est aussi, et ça c'est au niveau du grec, c'est aussi une décision. Et en fait, cette période correspond à un moment charnière où tout doit se décider. Et une bonne crise, c'est celle qui est suivie d'un véritable changement au plus profond de nous, mais aussi dans notre vision des choses. Voilà, et ça me permet d'enchaîner en disant que ce changement, ça permet aussi un renforcement de la perception de quoi? Des enjeux du travail, puisque je vous rappelle, hein, les enjeux du travail sont d'assurer sa survie, en tout cas pour chacun d'entre nous, avoir une reconnaissance et puis pouvoir s'accomplir. Ça permet également de renforcer la perception de la souffrance au travail. Et je vous rappelle, hein, elle apparaît, cette souffrance, quand le corps humain n'est pas respecté, quand ses limites sont dépassées ou quand elles sont abusées,
ou ou lorsque le salarié, ou lorsque cette souffrance se développe entre l'idéal que l'on se fait du travail et la réalité que l'on vit, qui n'est pas celle que l'on imaginait et qui n'est plus soutenable. Et cette souffrance au travail, je vous rappelle, il faut la reconnaître, il faut l'exprimer individuellement et collectivement, il faut la prendre en charge, et puis il faut bien sûr limiter sa survenue. C'est hyper important. Renforcer également la perception de la santé, hein. La définition de l'OMS, c'est l'état de complet bien-être physique, mental et social. Elle ne consiste pas seulement en absence de maladie ou d'infirmité. La santé au travail également, ça résulte d'un équilibre entre le besoin d'accomplissement de la personne et puis de la situation qui impose aussi une productivité. Et puis, cette crise a permis, hein, comme l'a dit M. Sebon, de renforcer la perception du rôle des services de santé au travail interentreprises, de leur diversité, de leur mission et du sens de leur mission. Sens de prévention actuellement, c'est pour ça que nos équipes ont été particulièrement mobilisées, parce qu'ils ont vraiment trouvé du sens, et je peux vous dire qu'ils ont mis de tout leur cœur pour être à vos côtés. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, vous rappelez également que la préservation de la santé et de la sécurité des salariés, je dirais, y compris celle du dirigeant, c'est un élément clé de la pérennité des entreprises. Voilà, et c'est pour ça que la santé au travail, écoutez, doit continuer de se développer et d'innover, car elle est essentielle. On l'a bien vu pendant cette crise, on nous a demandé de continuer nos missions. Alors bien sûr qu'après, il faudra le faire également, parce qu'on va avoir, comme je vous l'ai dit, sûrement les effets qui se coulent, et puis il faut continuer, il faut aller de l'avant. Et elle est sortie, je pense, renforcée, car elle répond activement aux besoins des adhérents. Nos acteurs de prévention, hein, sont des interlocuteurs privilégiés des entreprises, parce qu'ils ont une compréhension fine des situations de travail. Ils savent repérer, analyser les risques professionnels, et puis ils vous aident dans la mise en œuvre des actions de prévention. La santé au travail, elle est durable, parce elle sait s'adapter, et elle sait innover également. Et là, elle devient vraiment plus visible, parce qu'il y a une meilleure compréhension de nos missions par nos adhérents, notamment dans l'accompagnement, les conseils, l'écoute, et pas que les visites médicales. Alors avant, on a bien vu, la santé au travail n'était pas considérée comme par tous en tout cas, comme une priorité. En 2020, la santé au travail est un enjeu sociétal d'actualité. Et puis demain, la santé au travail, c'est l'avenir. Alors comment? Je pense qu'on pourrait quand même partager en tout cas une réflexion sur la vision globale de la santé, mais de la santé, et je dirais, comme j'ai mis 3 petits points au travail, mais c'est vraiment une vision globale de la santé. Et j'y inclurais celle des dirigeants et des travailleurs non salariés, pour l'instant, qui ne sont pas pris en charge, en tout cas dans le code du travail, ne les prend pas en compte en tout cas. Sensibiliser également les employeurs à la réalité des travailleurs en situation de vulnérabilité, vu leur nombre, hein. Je vous rappelle, il y a 15 millions de personnes vulnérables, et parmi ces 15 millions, on a 80% qui sont en activité. Donc, il va falloir aussi se pencher la question sur leurs conditions de travail, leur faciliter la tâche pour le retour au travail, et peut-être déjà vous sensibiliser, en tout cas les employeurs, pour y réfléchir avant d'être confrontés à cette problématique-là, et de l'inclure aussi dans une action qui ferait partie de votre document unique, pourquoi pas. En tout cas, d'y réfléchir vraiment en façon mode projet. Pourquoi pas en continuant d'agir aussi en amont de l'exposition des risques. Et puis, bien sûr, la santé au travail de demain. En tout cas, nous, on aspire à développer des actions collectives, mais de prévention primaire, et si possible, évidemment, faire des partenariats. Et c'est pour ça que je suis en charge de cette nouvelle direction dans notre service. Très bien. Merci beaucoup. Alors, compte tenu effectivement de votre propos, je retiens effectivement différentes choses, hein, sur l'avenir à l'aune de cette situation, effectivement du Covid, de ce que sera et ce que devra être finalement la santé au travail demain, avec une réadaptation, hein, des services, alors des SST, euh, sous couvert d'une nécessité d'agilité à l'intention des entreprises, hein, pour aider les entreprises finalement à gérer ces problématiques, en accent et en renforçant finalement la prévention
de la santé au travail demain, et en laissant effectivement une possibilité plus importante des entreprises à agir en termes effectivement de santé au travail, qui engage, et on l'a vu, on l'a bien vu avec les débats qui ont cours aujourd'hui, la responsabilité directe du dirigeant, pour le coup. Donc à ce titre-là, il y avait alors une négociation qui a débuté avant la crise Covid et qui perdure aujourd'hui sur la question de la santé au travail au niveau national. Les organisations professionnelles, effectivement, d'employeurs et de salariés négocient sur cette question avec 4 axes principaux: la prévention, l'offre de services, la qualité de vie au travail et la gouvernance de la santé au travail au niveau national et au niveau local. Les principaux points en fait que nous défendons à travers effectivement cette négociation. Alors la prochaine réunion de négociation a lieu demain, pour tout vous dire, le 27 novembre. Les principaux points de négociation que nous défendons, nous MEDEF, à ce titre-là, est le renforcement de la prévention primaire, avec une nécessité effectivement d'accès sur cette logique. La proposition d'une offre normée et certifiée en fait pour toutes les entreprises et dans tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire une cohérence entre les différentes offres qui sont proposées. L'introduction de la médecine de ville dans les questions effectivement de santé au travail, pour soulager notamment les SST aussi. Et enfin, une liberté de choix avec un décloisonnement géographique dans ce cadre-là. Donc, comme je vous le disais, la prochaine réunion de négociation de cette ANI, de ce projet d'ANI qui est actuellement en cours, doit avoir lieu demain, et la suivante le 2 décembre 2020. Donc, on devrait avoir effectivement un texte finalisé dans les semaines à venir. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur cette négociation actuellement en cours. Je vous propose de réagir si vous aviez des questions ou des remarques sur cette logique finalement d'adaptation de l'avenir de la santé de l'entreprise par rapport à la crise Covid. Je ne sais pas si Monsieur Babin, vous aviez des éléments à apporter un avis sur ce sujet, mais si c'est le cas, n'hésitez pas. Après, on était dans une logique de prospectif, donc voilà. Excusez-moi, mon micro était coupé. Non, j'avais pas de remarque particulière en fait. Simplement une remarque sur le premier axe qui est la prévention primaire. C'est vraiment, je pense que c'est une question qui est hyper importante parce que là, on est vraiment au cœur de la responsabilité et du pouvoir de direction de l'employeur. En fait, moi, ce que je voulais mettre en avant effectivement via cette présentation aujourd'hui, c'était le fait que l'employeur conserve quand même initialement son pouvoir de direction. Alors, effectivement, il l'exerce dans les limites fixées. En l'occurrence, on parle de millefeuille réglementaire, le protocole national, mais il assume cette responsabilité, ce pouvoir de direction qui est guidé vers la prévention primaire. C'est lui qui est à l'origine quelque part de l'organisation de l'entreprise et c'est lui qui maîtrise les tenants et les aboutissants de la santé au travail. Et donc cet axe je dirais, placé sur la question de la prévention primaire est essentiel dans cette négociation. Je voudrais rajouter juste un mot en disant que tout euro qu'on met dans la prévention représentera des économies que vous ferez sur vos accidents du travail, sur le coût de vos maladies professionnelles. Je peux vous dire que là, à terme, ça compte. Merci beaucoup, merci à tous. Je vous propose de clôturer ce rendez-vous. Comme je vous le disais, la présentation sera adressée à l'ensemble des participants aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires, que je puisse aussi les faire relayer aux intervenants. Et enfin, voilà, je voulais vous indiquer que nous avons un club, une conférence sur la thématique de la cotation Banque de France le 3 décembre 2020, et que les programmes des clubs RH et ateliers RH pour 2021 sont en cours d'élaboration et qu'ils seront communiqués à l'ensemble des adhérents normalement dans les semaines à venir. Voilà. Anne-Marie, je ne sais pas si tu veux dire un mot pour… Oui, bah écoutez, non, surtout un grand merci parce que j'ai trouvé que c'était c'était très éclairant d'avoir des informations pour naviguer dans ce millefeuille, comme vous le disiez, ou ce patchwork de texte. Donc, merci beaucoup pour cette partie-là. Merci aussi pour,
je pense qu'on a tous pris conscience, et vous l'avez réévoqué, Madame Ducrot, sur la partie du conseil et de partenariat qu'on peut avoir entre employeurs et médecine du travail. Moi, je l'avais expérimenté dans ma précédente vie de DRH d'une grande entreprise. Et en même temps, là, je pense que c'était aussi un bon moyen de travailler en partenariat avec nos médecins et nos services de santé et dans la construction, parce qu'on était tous un peu parfois dans le bleu à certains moments. Donc, merci beaucoup de nous avoir éclairés là-dessus. Et j'ai trouvé intéressant aussi cette partie de prospective voilà, sur l'éclairage de la réforme, mais surtout sur le rôle qu'on a. Peut-être on mettait la prévention et la santé au travail un peu moins au cœur de notre activité de dirigeant d'entreprise. Et je pense que cette crise vraiment nous éclaire sur le fait que c'est vraiment un élément peut-être d'opportunité, de pérennité et de performance, et qu'on va aborder dans l'avenir différemment ce sujet-là. Donc, merci de cet éclairage et de cette perspective que vous nous avez donnée, et que je pense que ce travail n'a pas été fait pour rien. Le fait d'avoir structuré nos acteurs en interne, eh bien, je pense qu'on pourra s'ancrer là-dessus pour continuer à peut-être voilà, emmener nos entreprises vers plus de performance demain. Voilà. Merci à tous en tout cas. Et monsieur Cesbron, merci aussi de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Merci à tous pour avoir été très nombreux présents. Merci. Et puis surtout, n'hésitez pas, on est en train de construire avec Yann le programme de 2021 des clubs RH. Donc évidemment, en tant qu'acteur du MEDEF 44, je vous remercie de nous faire passer les thèmes.